débat, société, famille, relations. Le Doc Mayou. Voici votre animatrice, Janine Ross, et le psychiatre Pierre Mayou. Bonjour tout le monde, bonjour Pierre. Madame Janine, mes salutations. On salue également les gens d'Outaouais, Montréal, Trois-Rivières, Québec. Pierre, je suis rendu à Québec, j'ai oublié Sherbrooke. Chicoutimi, Saguenay, bonjour tout le monde. On rame fort sur le fleuve. On rame fort, oui. Janine? Oui. Un article à ne pas manquer, page A9 de la presse, ce matin, journal La Presse. Gros titre, Dutrisac qualifie l'islam de religion stupide. L'association coranique de Montréal dépose une plainte contre lui. Article à lire. Très intéressant. J'en dis pas plus pour l'instant, parce que je voulais te parler d'autre chose. Parce que je l'avais sous les yeux, je viens de le montrer à Jean-Christophe. J'ai dit, il me semble que ça pourrait être la cible de certains commentaires. Non. Alors voilà, je l'avais coupé. Non, Benoît a fait ses commentaires. Ben oui. Et puis on en reparlera probablement vendredi. Ça, j'aime ça pour le vendredi. Hein, il me semble que... Je sais pas. J'ai certaines réticences parfois. Ah oui? OK. Oui. OK. Alors, Janine? Oui. Je vais te raconter une petite histoire. Hier soir, j'écoutais une animatrice d'un grand réseau de télévision qui interviewait un avocat. Et ils ont parlé de l'affaire Schiavo, Terry Schiavo, c'est cette Américaine qui est dans un état là, assez pitoyable, semi-comateuse. Je pense que c'est assez facile de s'entendre là-dessus. Et auquel on a enlevé un tube inséré par l'ombilic qu'on appelle alimentation parentérale. C'est-à-dire qu'on la nourrissait, on shootait des substances dans ce tube-là et ça allait direct dans l'intestin. OK? C'est une personne qui ne s'alimente plus depuis 14-15 ans. Bon. Et il y a un juge là qui a décidé que non, on rentrerait pas le tube par le nombril encore une fois. Bon. Ceci étant dit, hier soir, j'écoutais l'animatrice et son invité, un distingué juriste du Québec. Oui. C'était très intéressant. J'aimais ça. J'écoutais leurs choses et ils avaient montré évidemment des images de Schiavo, tout ça, pour nous dire que pour arriver comme conclusion à la fin que c'était pas correct de la montrer. OK. Que c'était une atteinte à sa dignité. Écoute, ça faisait 20 minutes qu'il discourait sur cette personne-là pour nous dire à la fin qu'il y avait quelque chose de pas correct là-dedans. Parce qu'elle est pas consultée. Non. Là où je veux en venir, là, c'est l'autocritique. J'ai eu l'impression que nos deux lettrés, nos deux érudits, nos deux bien-pensants ne se rendaient pas compte. Puis là, ils accusaient les médias de porter ombrage à la dignité d'une pauvre personne qui était moribonde en exploitant son image. Mais c'est ce qu'ils venaient de faire depuis 20 minutes. L'autocritique, c'est cette capacité que devraient avoir les adultes de se regarder aller, de se regarder interagir, de se regarder agir. Comprends-tu? Oui. Et là, je me suis dit, quel embâche à l'autocritique chez ces deux lettrés-là, deux bien-pensants. Mais qu'est-ce que c'est? L'animatrice avait pas une neutralité, est allée dans le même sens? Ah, ben oui, elle abondait dans le même sens que... Oui, puis du monde brillant, là. C'était pas des deux de pique, là. Comprends-tu? Je les nomme pas, puis je nomme pas le réseau non plus. Mais parce qu'il y en a eu à tous les réseaux. Alors, vous pourrez pas deviner qui c'est. Bon. OK. Donc, il y en a eu à tous les réseaux hier, sans exception. Parce que c'est tout un dossier, ça, c'était cette histoire-là. Pierre. Oui, mais là où je veux en venir, et ça va nous amener à notre sujet d'aujourd'hui. Oui. L'autocritique, c'est pas l'Auto-Québec, là. OK? C'est L'_AUTO. Autocritique, ça veut dire se critiquer soi-même, se regarder aller. C'est pas l'auto L-O-T-O, là. C'est un autre loto. Oui. Et ça, Janine, à nouveau, on n'éduque pas personne à ça. À l'autocritique. Terriblement défaillant dans la tribu québécoise. Un autre de nos distinctions.
que je n'aime pas, qui est malsaine. C'est pour ça que je l'aime pas. Pourquoi on n'encourage pas l'autocritique? Encourager... Voilà! Non, mais pourquoi, Pierre? C'est à peu près ce qui fait... Ça peut faire mal, mais ça vient pas de l'extérieur. C'est toi qui portes un regard sur tes agissements, sur tes comportements. Sais-tu pourquoi qu'on n'encourage pas le développement de l'autocritique chez les enfants? Parce que la première chose qu'ils vont faire, ils vont se tourner de bord puis ils vont critiquer leurs parents. C'est très simple, la raison pour laquelle. Alors, quelqu'un qui a le sens critique, qui a de l'autocritique, en parallèle, développe nécessairement le sens critique. Oui. Alors, il va se tourner de bord, il va dire, coudonc, qu'est-ce que tu fais là, toi? Pourquoi tu me dis ça? C'est quoi ton bug? Oh! Et ça risquerait de donner des matchs bien intéressants entre parents et enfants parfois. Oui. Tu sais, un enfant qui a le sens critique, c'est un match intéressant. Et c'est là que les religions pêchent énormément. C'est que toutes les religions, sans exception, dissuadent, empêchent, abhorrent, ont peur de l'autocritique. Ils ne veulent pas que le troupeau se regarde. J'ai décidé, moi le pasteur, je décide, les brebis, vous suivez. Tu comprends-tu? L'autocritique. L'apostrophe A-U-T-O. Apprendre à se donner le droit de penser. Ça va très loin. Janine, oui. j'ai pensé faire un bon coup. Je ne sais pas si c'est un bon coup, là, mais j'ai pensé faire un bon coup en choisissant ça pour où? Notre sujet. Non, c'est pas bête, Pierre, parce que quand vous parlez... Je vais me taire et je t'écoute un peu là-dessus. Là. C'est un très beau tremplin. L'autocritique, Pierre, si tu développes ça chez un enfant, quand il va avoir des comportements, qu'il va voir la réaction des autres, il va dire, oups, est-ce que je pourrais corriger mon comportement? Est-ce que je pourrais agir d'une façon différente qui tape pas sur les nerfs? Et peut-être que j'ai raison de taper sur les nerfs. Mais c'est ça, l'autocritique. Alors, notre sujet d'aujourd'hui, effectivement, le phénomène. On est parti en réunion de production avec ça. Le phénomène, j'ai besoin de me vanter pour mieux me vendre. Ouais. Est-ce que tu te vois aller? Les gens qui sont très vantards, est-ce qu'ils se voient aller? Est-ce qu'ils voient la réaction des autres? C'est ça? Non, la plupart du temps, écoute, d'abord, on va définir le concept, se vanter. Oui. Parce que se vanter, là, c'est, écoute, d'après le dictionnaire, pas d'après moi, d'après le dictionnaire, c'est s'attribuer des qualités et des mérites qu'on n'a pas. Qu'on n'a pas. Oui. Pas qu'on a. Qu'on n'a pas. Où on amplifie notre succès pour en faire un plus gros. En tout cas, peut-être qu'il y a des dictionnaires qui disent ça, là, mais celui que j'ai consulté, c'est très clair que c'est s'attribuer des qualités et des mérites qu'on n'a pas. Et c'est intimement relié à l'autocritique. Comprends-tu? Parce que il y a des individus qui vont essayer de se vendre et dire des choses d'eux auxquelles ils croient. Oui. Ils ne les ont pas, mais ils y croient. Et c'est ce que j'appelle affectueusement le mensonge à soi. Se faire désaccroire. Oui. Puis on part ici, Pierre, c'est un homme qui nous écrit, un homme qui finit son cours universitaire. Il dit, j'étais proche d'une dizaine d'amis, c'est pas des gars, des filles. On a fini l'université, puis on continue de se voir sur une base régulière, le même groupe, une fois par semaine. Puis il dit, c'est le cas Régent. Admettons, là, Régent a 24 ans. C'est un des amis du groupe. Il est le plus beau, il est le plus fort, il est le meilleur, toujours dans son évaluation à lui, le plus intelligent, le plus résistant. Et là, il y a un commentaire, ces bébelles sont toujours meilleures que les nôtres. Meilleur char, meilleure glacière. Et puis, il y a un autre volet, il dit, il y a une chose qui me fascine, c'est sa capacité à se caler. Il se cale parce comme s'il ouvrait la bouche avant de penser. Il dit ouvertement à une fille, par exemple, qu'elle est laide. OK? Pas de discernement, parce que les autres sont là. Et il fait régulièrement des affaires sans penser, et c'est après qu'il les regrette. Alors, il se met les pieds dans les plats régulièrement. Il dit, je pourrais vous écrire un roman de toutes les situations cocasses dans lesquelles il s'est mis. Alors, il se vante, il est le meilleur, il va au fond. C'est une forme d'impulsivité. Oui. Alors, c'est ça. Il dit expliquez-moi, là. Moi, je comprends pas. Il se voit pas aller. Il n'y a pas exactement, il ne se voit pas aller parce qu'il n'a pas été introduit à l'autocritique. C'est exactement ça. Absence totale d'autocritique. Oui. Ça peut aller jusque-là. Là, c'est un exemple extrême, tu vas me dire, mais ça peut aller facilement jusque-là. Et à des degrés différents, la vaste majorité des adultes ont très peu ou trop peu d'autocritique. Et c'est culturel au Québec. On n'a pas cultivé l'autocritique.
Ça ne fait pas partie de notre culture. Pierre, puis on pourrait aller de la même façon. Ce qu'on prône au Québec, c'est l'obéissance aveugle. L'obéissance aveugle aux syndicats, l'obéissance aveugle aux parents, l'obéissance aveugle à la religion, l'obéissance aveugle à l'employeur, obéissance aveugle aux médecins, obéissance aveugle à n'importe quoi. Oui. Puis dans cette dimension-là, peut-être il y a un autre volet. Je ne sais pas, ceux qui n'ont pas d'autocritique vont se dévaloriser. Ça va à l'extrême aussi. À l'autre extrême. Tu n'es pas capable de t'auto-évaluer, t'auto-critiquer. Tu te démolis continuellement. C'est dangereux. Ou bien tu adoptes des mécanismes de défense inconscients et tu fabules sur ton toi-même. Ouais. Alors là non plus, tu n'es pas dans la vérité, dans ta vérité, ce que tu es. Ben oui. Alors j'ai besoin de me vanter pour mieux me vendre, pour mieux... C'est très dangereux parce que très rapidement, les employeurs vont s'apercevoir, les employeurs, les conjoints, les amis, les partenaires vont s'apercevoir de la supercherie et ça va mal tourner. Ouais. Mais elle est beaucoup utilisée. Un homme de 24 ans qui est observé par une dizaine d'amis, des gens qui l'apprécient quand même certainement pour des aspects de sa personnalité, est-ce qu'il peut pas se servir justement des commentaires d'amis comme ça pour, tu sais, je sais pas, pour amorcer l'autocritique? Est-ce que ça peut lui servir? Tu veux dire, je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux. Quand des comportements comme il est décrit ici, tu sais, un homme de 24 ans qui arrête pas de se vanter, tout le temps, et que les amis lui en font la remarque, des amis proches, des amis qui estiment qu'il vaut sûrement la peine, ils continuent de le voir, là, lui font remarquer ces comportements-là de vantardise, de se mettre les pieds dans les plats par manque de jugement régulièrement. Est-ce que ça peut pas, ça, aider à la prise de conscience de ces agissements? Regarde, il y a deux niveaux, là, ici, dans la prise de conscience. Prise de conscience de ce qu'il fait, mais ça n'amène pas nécessairement, ou ça n'ouvre pas nécessairement la porte à la prise de conscience des raisons pour lesquelles il fait ça. Ouais. Alors, si c'est une espèce de mal éduqué, ou qui a été terriblement mal éduqué, là, on a un problème, là. Même si les amis lui disent, écoute, arrête de te vanter, ils vont lui répéter 3000 fois, puis l'inconscient va triompher. Ça changera rien. Ouais. Ça dépend des raisons pour lesquelles. OK, alors c'est pour ça qu'on en parle. C'est pas seulement pour dire, écoutez, il y a du monde qui se vante. Ben oui, il y a du monde qui s'attribue des qualités et des mérites qu'ils n'ont pas. Ben oui, il y en a en masse. Comment tu vis avec eux et comment eux peuvent prendre confiance. Oui, confiance, voyons. Au Québec, tu as soit le complexe d'infériorité ou la vantardise. Entre les deux, tu n'en as pas beaucoup. Alors, on en jase. 7900-224, 1-800-667-5241. J'ai besoin de me vanter pour mieux me vendre. C'est ce dont on parle. On a tous rencontré un jour ou l'autre quelqu'un qui est vantard, homme ou femme, vantard, et c'est sa manière de se vendre, sa manière d'entrer en relation. Il n'y a pas d'autre. Bon. Alors, on en parle aujourd'hui, puis on voit comment ces gens-là peuvent prendre conscience de ça, puis comment on vit avec des vantards. Lucie, bonjour. Oui, bonjour Janine, bonjour Dr. Maillot. Bonjour Lucie. Moi, écoutez, je trouve que l'autocritique, premièrement, ça peut être un couteau à double tranchant. Je vais vous expliquer un peu dans mes mots. Oui. Personnellement, moi, quelqu'un qui va me critiquer, qui va s'asseoir, qui va m'expliquer une critique constructive, je vais très bien l'accepter et puis je vais m'examiner, puis vraiment, là, je vais prendre ça en considération. Mais dans mon cas, dans mon vécu, j'ai eu beaucoup de critiques de gens, justement, peut-être, je pourrais dire, peut-être plus forts que moi au niveau caractère, personnalité, et puis qui n'étaient pas toujours corrects au niveau de mes critiques, des critiques qu'ils pouvaient me donner, parce que je veux dire, on peut en prendre et on peut en laisser aussi, là. C'était mesquin? L'arrière-plan était mesquin? Ça. Moi, ça me nuit énormément. Il y a des gens dans mon entourage. Mais Lucie, quel âge avez-vous? J'ai 45 ans. Je pense que vous n'avez rien compris à l'autocritique. C'est bien que vous appeliez. OK. Je ne savais pas qu'est-ce que c'est que l'autocritique. L'autocritique, pour moi, c'est premièrement, c'est vraiment, voyons, excusez-moi, s'examiner soi-même,
voir les choses qu'on pourrait changer. S'il y a des choses... Ce n'est pas relié à l'autre. Ça n'a rien à voir. Là, vous dites que c'est un couteau, l'autocritique est un couteau à double tranchant. Je comprends pas encore jusque-là, et vous enchaînez en disant que suite à des critiques constructives, là, vous décidez de vous regarder. Oui. Suite à une critique d'un autre, ça enclenche pas l'autocritique. C'est pas comme ça que ça marche. L'autocritique, pour qu'elle ait lieu, c'est sans qu'il y ait aucune pression des autres. C'est une démarche personnelle qui n'est pas la conséquence d'une critique d'autrui. OK. Mais non, j'avais pas tout à fait bien compris. Ah non, je vois ça, là. Puis vous n'êtes pas la seule. La plupart ne savent même pas de quoi on parle. Mm-hmm. Mais vous n'êtes pas la seule. Parfois, originer des autres. Une fois de temps en temps, quelqu'un dit quelque chose, oups, OK, est-ce que cette personne-là pourrait avoir raison? Et là, tu vas en auto... L'autocritique, c'est une attitude qu'ont certains individus simplement à se regarder agir. Mais c'est sûr que t'en as l'habitude. Oui, mais l'input... C'est pas déclenché par les autres, c'est une attitude interne. Parfois. C'est pour ça que je dis parfois. Ben oui, parfois, tout est possible, là. Mais dans le sens que Lucie vient de le dire, non, c'est pas ça. Mais c'est pas, je veux dire, les gens sont pas toujours des gens, comment qu'on dirait ça, comme vous disiez un peu dans votre élocution là au début. On n'est pas tous des gens vantards qui prennent toute la place, puis ainsi de suite. On est des gens aussi, la majorité du monde, c'est des gens bien normaux qui prennent la place qu'ils ont à prendre, mais d'accord? Si c'était le cas, Lucie, si c'était vrai, si seulement c'était vrai ce que vous venez de dire, je serais pas en honte. Ben oui, mais quelle planète vous débarquez, vous? Je sais pas. Si la plupart des adultes étaient adultes, Mayou serait pas en honte. C'est aussi simple que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Mais on n'aurait pas besoin de cette tribune-là, mais pas du tout. Mais le sujet, d'abord, c'est la vrai, majorité, pour vous situer... je l'ai pas comme bien compris, puis... non, c'est pas le sujet que vous n'avez pas bien compris, c'est l'autocritique. Oui. Et vous êtes normal, vous reflétez bien la culture québécoise. Vous n'avez pas été éduqué à ça, vous êtes tout mêlé. Oui. Vous êtes mêlé, puis à raison, il n'y a jamais eu d'éducation là-dedans. Mais je suis capable, par contre, c'est pas toujours facile, là, mais je suis capable de m'arrêter puis de voir, hey, là, aujourd'hui, là, tu t'en vas tout croche, puis qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi tu êtes-vous capable, à l'occasion, de vous regarder après une journée et de trouver que vous avez fait toutes les choses correctes? Ah oui, je suis capable de me regarder puis de voir que j'ai fait plein de choses pas correctes, au contraire. Non. Êtes-vous capable de vous regarder à l'occasion et de trouver les choses correctes que vous avez faites? Oui. Vous êtes capable de faire ça? Oui. Ben vous êtes exceptionnel. Ben une fois des choses correctes, c'est sûr. Oui, une fois de temps en temps, oui, pas souvent. Non, parce pas, que souvent, c'est plutôt... non. Une Québécoise, ça fait pas des bonnes choses trop souvent, ça, là. Oui, c'est plutôt le négatif qui ressort. Bon, merci. Là, on se rejoint. Oui. C'est pas normal que ce soit plutôt le négatif qui ressort. Oui, l'autocritique, ça veut pas dire s'abaisser. Oui, puis ça veut dire se regarder tel comme on est. C'est ça que je suis portée, moi, à faire. C'est le négatif. À m'abaisser. Je l'avais senti, ma chère. Soyez sans crainte. Vous êtes une digne représentante de la culture québécoise. Et puis, vous avez bien raison que quand ça m'arrive de voir quelque chose de positif que j'ai fait, ça change complètement ma journée. Puis, j'oublie beaucoup le négatif qu'il peut y avoir eu, parce que ça, il y en a tout le temps. Moi, je parle pour moi, là. Mais par contre, c'est vrai, c'est très difficile de prendre le positif puis le mettre en avant du c'est négatif. Très difficile pour vous. Oui. C'est très difficile dans notre culture. Oui. Hein, c'est facile s'abaisser. S'auto-critiquer a rien à voir avec le fait de s'abaisser. OK, mais de toute façon, j'ai pas été, comme vous dites, habitué à ça, mais pas du tout. Ah, j'en doute pas. Écoutez, puis je vous pose même pas la question d'où ça vient. On le sait. Ça vient du laitier. Du laitier, oui. Bye, Lucie. Okay.
c'est quoi cette habitude-là, Pierre? C'est impossible de faire que des affaires croches dans une journée, des affaires mauvaises choses. Oui, mais la plupart, on est juste dans un certain pourcentage de nos actions. La plupart des adultes se vantent, c'est-à-dire s'attribuent à tort des qualités et des mérites, ou bien s'abaissent. C'est ça la culture québécoise majoritaire. Pas tout le monde. Bon. Mais c'est une petite minorité qui est capable de s'évaluer à leur juste... Mais c'est exceptionnel. Avoir une vision équilibrée de soi-même, dans le fond. Être capable de dire c'est quoi les bons coups, c'est quoi les mauvais coups. Pas une vision équilibrée, une vision juste. Ben, si vous voulez. Une vision juste, sans se mentir. Où ça va à gauche, puis où ça va à droite. Oui, une vision juste. Juste ça. Parce que tu vas voir la montagne qu'on... Parce que moi, je trouve que ça démontre quand tu es avec quelqu'un qui ne voit que les mauvais coups qu'il fait. Puis moi, je suis un bon à rien, puis je suis ci, puis je suis ça. T'as beau dire, ben voyons, t'as fait ça depuis ce matin, je t'ai vu. C'est pas ça qui ressort. Il y a une barrière, carrément une barrière. Et du côté de la vantardise, probablement que c'est la même chose. Oui. Hein? Excellent. Connaissez-vous la boutique orthopédique? Alors, se vanter. Il y a des gens qui se vantent. Est-ce qu'il y en a dans votre entourage? Comment on réagit à ces gens-là qui... Tout ce qu'ils ont, c'est mieux que les autres. Quand on part d'un courriel, c'est des comportements qui... C'est bien coudonc. Quel est le but? Quel est l'exercice? C'est drôle, hein? Le complexe d'infériorité peut sous-tendre facilement la vantardise. Oui. C'est une espèce de réaction. C'est une espèce de réaction au sentiment d'infériorité. Mm-hmm. Ouais. Ça peut avoir, c'est ça, là, dans bien des cas, le fond. Et ce qu'on voit aussi se dégager depuis un certain temps, c'est les parents qui abreuvent de façon niaise, pour ne pas dire niaiseuse, qui abreuvent leurs enfants de façon exagérée le compliment. Oui. Ça aussi le conduit à une très mauvaise perception qu'a l'enfant de lui-même. Okay. Tu sais, l'éducation, c'est ça. C'est quoi ne pas faire? Tu sais, être là devant son enfant de façon béate, puis l'abreuver de compliments exagérés. T'es le meilleur, t'es la plus belle, t'es une princesse, puis ça sape l'autocritique. BA d'admiration devant leurs enfants, c'est pas ça, là, tu sais. Alors, on parle de notre sujet avec Marcel. Bonjour, Marcel. Bonjour, Janine. Oui. Bonjour, Pierre. Bonjour, Marcel. Ça va bien? On vous écoute. Oui, j'aimerais donner ma version de ce que j'ai vécu dans ma vie, là. Le sujet du jour me touche énormément, puis j'ai vécu avec ça, moi. Avec quoi? Avec un problème de me vanter, Pierre. Ah oui? Oui. Donnez-nous des exemples. Ben, j'avais beaucoup de succès dans le sport, peu importe le sport que je pouvais faire. J'avais du succès, j'avais des dons, des talents de musicien, de tout, puis il fallait toujours que je me vante. Puis là, à un moment donné... un instant, là. Oui. Un instant, vous n'avez pas écouté, vous n'êtes pas fort sur l'écoute, par exemple. Allez-y, vous avez peut-être des dons, des talents. Se vanter, c'est s'attribuer des qualités et des mérites qu'on n'a pas. Ah, moi j'en avais. Alors, vous aviez le talent. Bon, ça, je l'ai noté, Pierre, en préparation. Il y a des gens qui sont réellement talentueux. Ben oui. OK? C'est ça. Ils sont passionnés par ce qu'ils font et ça gosse les autres. Mais Pierre, quand ça gosse les autres, c'est un problème, Pierre. Là. Ah, ben là, ça, c'est un autre problème. Mais je vais vous dire la raison. Mais là, on n'est pas dans vantardise, là. C'est sûr que si vous êtes Beethoven et puis que vous êtes avec des petits clins, pauvre Beethoven va être bien malheureux. Oui, mais par contre, quand moi j'ai vécu ça, Pierre et Janine, ce que ça l'a fait, c'est que ça a développé mon autocritique, ça je peux vous dire ça. Jusqu'au jour, à un moment donné, j'étais très conscient de ce problème-là, puis je voulais m'en... Comment est-ce qu'on fait pour se débarrasser de ça? Puis là, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai été voir en dedans de moi, j'ai essayé de comprendre là, pourquoi que j'avais ça. Puis quand j'ai rencontré des gens qui se vantaient énormément, est-ce qu'ils m'ont tombé ses nerfs? Là, je me suis dit, calvaire, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je dois faire la même impression aux gens. Fait que là, je suis allé voir, puis j'ai essayé de comprendre, puis ça m'a ramené à mon enfance, Pierre. Ça m'a ramené à mon enfance. Moi, là, j'ai été un enfant dans Watt, là, sur le sens que j'ai eu un père et une mère qui étaient là, hein, mais qui n'étaient pas capables vraiment de me prendre dans ses bras puis de me dire que je t'aime. Hey, ça, là, ces niaiseries-là, je t'aime, mon enfant, là. Il y a une vague de ça qui déferle sur le Québec actuellement, puis c'est pas ça, élever un enfant, là. Mais oui, mais ils m'ont pas dit qu'ils m'aimaient. Avez-vous senti qu'ils vous aimaient? Oui. Vous
C'est plus important de le sentir que de se le faire dire. J'en suis arrivé à cette conclusion-là, Pierre. Puis ça a fait comme une paix en dedans de moi. Ça a fait que j'ai plus ressenti le besoin de me vanter. Ça l'a changé. Quand j'ai fait cette découverte-là... Quelle découverte, là? J'ai pas compris la découverte. La découverte que j'ai pas besoin de me vanter, j'ai pas besoin... Je suis une personne chanceuse, j'ai été aimé par mes parents, par mon entourage, mais j'avais tout le temps un besoin de me faire aimer. Ben oui, mais c'est que vous vous mentez à vous-même, Marcel. Comment ça, Pierre? Expliquez-moi ça. Ben oui, mais écoutez, depuis quand qu'un enfant qui est bien élevé par ses parents, qui est bien affectionné, sent le besoin de toujours se le faire dire? Ben, on était 4 chez nous. Je sais pas si ça peut expliquer quelque chose. Rien, ça explique rien. Et puis mes parents avaient 2 emplois chacun. J'avais un besoin. Je me ramassais. Oui, mais vous venez de nous dire, espèce de menteur, fiefé menteur, que vos parents étaient là. Vous êtes chanceux, vos parents étaient là. Puis là, 2 minutes après, vous nous dites qu'il y avait 2 jobs chaque. Ben, il était là. Branchez-vous, il était pas là. Il était disponible ou il l'était pas? Il était disponible, Pierre. Mais il était vraiment occupé. Nos parents ne nous ont jamais fait garder. Ils ont toujours été là. Mais moi, ce que je ressentais, c'est que j'avais pas... Non, regardez, Marcel, il va falloir aller faire un peu de ménage dans votre affaire, parce que ça n'a pas de bon sens, là. Vous vous contredisez à toutes les 2 phrases. Vous vous contredites. On dit contredisez ou contredites. Vous vous contredites à toutes les 2 phrases. Peut-être que je me contredis, comme vous dites, mais j'essaie de vous expliquer ce que... Mais là, 2 emplois chacun, ils sont tout le temps là, écoutez... Non, mais il y en avait un des 2 qui était là, Pierre, là. Il ne travaillait pas toujours en même temps. Ils ne se sentaient pas abandonnés, au minimum? 2 emplois chaque, là. C'est ça. Moi, 2 emplois chacun puis 4 enfants. C'est insensé, votre affaire. Vous voyez bien que ça n'a pas de bon sens, Marcel. Il manque de réflexion, votre affaire. Voyons. Pourquoi? C'est la réalité, Pierre. Je ne manque pas de réflexion. Je vous raconte. 2 emplois chacun, 4 enfants dans la cabane. Combien d'heures par semaine chacun, Pierre? C'est 2 emplois. Oui. Mais ça donnait combien de temps? Ils n'ont pas toujours, Pierre, ils n'ont pas toujours eu 2 emplois à temps plein tout le temps, là. Mon père avait 2 emplois. Il s'occupait de sport. Il était coach de hockey. Ma mère travaillait à temps partiel à 2 endroits. Mais c'était pas tout le temps à journée longue. Il y avait tout le temps quelqu'un. Mais là, c'est parce que vous n'avez mis, vous avez exagéré un petit peu votre réalité, là. Ben, je voulais peut-être être un peu vite. Ben là, c'est pas 2 emplois chacun. Là, c'est à temps partiel à 2 places. Attends, ça. Ouais, c'est ça, Pierre. Il était là. Il était là, effectivement. Bon, vous voulez nous dire quoi dans toute cette bouillabaisse-là, après-midi, là? Ben, c'est pas de la bouillabaisse pour moi, c'est qu'est-ce que j'ai vécu. C'est tout mêlé. J'avais un besoin énorme de me vanter tout le temps. Et puis, à un moment donné, quand j'ai vu du monde qui était comme moi, ça m'a fait réagir. Regardez, là, on va couper ce cours. Se vanter, c'est se mentir à soi. S'attribuer des qualités et des mérites qu'on n'a pas. Vous aviez un besoin énorme de vous vanter? Bon, il y a des raisons. Et c'est pas... Écoute, il y a une raison, il faut remonter dans l'enfance, c'est bien évident. Ben, c'est ce que j'ai fait, Pierre. Oui, qu'avez-vous trouvé? J'ai trouvé que j'étais un être extrêmement chanceux. Puis que Marcel, arrêtez les niaiseries, s'il vous plaît, radoteux. J'étais pas mature. Le besoin énorme de vous vanter vient de quelle lacune? La lacune, c'est que j'ai pas eu assez de chaleur humaine, tout simplement. Je me suis pas fait assez dire, ou mes parents avaient une incapacité de me faire... pas sentir, mais de me le dire. Non, c'est pas le dire qui est important. C'est pas vrai. La lacune, c'était quoi? C'est pas de faire dire je t'aime, Marcel. Je le ressentais pas, mettons. Ça doit être ça, là. Non, merci. Je ne le ressentais pas que j'étais important pour mes parents. Pierre, c'est pas évident de se faire. Alors là, arrêtez, s'il vous plaît, de vous mentir à vous-même en vous disant que vous avez été chanceux. Ouais. Alors, un enfant qui sort de son enfance et qui a un besoin énorme de se vanter, pas chanceux le tipette. Avez-vous compris? J'ai très compris, puis je peux vous dire que mon garçon a 14 ans aujourd'hui, Pierre, puis que j'ai comme vu la même chose se produire au début, puis j'ai comme désamorcé ça. Je peux vous dire, je savais quoi faire quand c'est arrivé. Qu'avez-vous fait? J'ai investi dans lui, j'ai investi du temps, j'y ai parlé, j'ai fait comprendre quand il faisait des bonnes choses, j'y disais quand il était bon. J'ai investi dans lui, mais c'est quoi ce langage financier-là? J'ai investi dans mon enfant. Ben, vous êtes tout croche! Pierre, j'ai investi dans mon enfant. Je comprends qu'on est une société distincte, que je vous écoute parler. J'ai investi dans mon enfant. C'est rendu qu'on adopte un langage de finance avec ses enfants? Excusez-moi du terme, d'abord, j'ai oui, mais les termes, ça n'a pas d'allure. Mais ça en est occupé. Le pauvre enfant qui vous écoute parler, il va avoir honte de vous. Allez vous ramasser, allez réfléchir un peu. Bye, Marcel. Bon. J'ai investi dans mon enfant. Hey! Vous dépassez pas les mots, Pierre. Moi, c'est comme passé, là, c'est là.
Il s'en est occupé. Moi, je le prends comme ça. C'est peut-être moi qui ai des patates. Moi, je reçois Marcel. Il s'est occupé de son enfant. Hey, en anglais, là, on dirait Marcel is a bullshitter. Bullshit! Comprends-tu? Mais il a dit qu'il avait eu longtemps cette tendance-là à se vanter. Puis souvent, quand on parle des vantards, on dit des bullshiteux. Exactement. Cool. Peut-être que ça dans sa nature encore aujourd'hui. Bon. C'est pas facile de se retrouver. On parle à Laurent. Bonjour, Laurent. Bonjour, M. Mailloux. Bonjour, Laurent. Moi, ça sera pas long, M. Mailloux. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, là, vous êtes en train de nous donner l'instruction. Parce qu'on le connaît pas, nous autres mêmes. Là, Il y en a fait depuis 1960, ouais. Ça fait 35 ans, là, mais, qu'on a mis des milliards dans l'instruction. Oui, mais c'est très important. Ça commence à apparaître en quelque part aussi. Ça risque que c'est bon, ce qui est très important de ce que vous dites, là, c'est que vous avez un sujet et on ignore complètement comment s'y prendre, comment l'embarquer dans l'autocritique ou dans le critique. Oui. On a beaucoup de misère. Je regarde les 3 intervenants qui sont passés. On a beaucoup de misère à dialoguer et à mettre les termes justes. Oui. Votre émission va avoir du sens aujourd'hui parce que ça va faire comprendre à beaucoup de gens ce que c'est l'autocritique puis la critique. Oui. Beaucoup de gens parce qu'on l'ignore complètement. Ah oui, je sais. C'est pour ça qu'il y a des émissions qui sont... Votre émission aujourd'hui est juste à point. Ouais. Probablement qu'il y en a qui vont se réveiller et qui vont s'analyser. Ouais. Parce qu'en réalité... Simplement, regardez, l'autocritique, c'est pas compliqué. C'est de s'observer. C'est de simplement prendre quelques minutes de temps en temps pour regarder ce qu'on a fait. C'est ça l'autocritique, se regarder aller. Se regarder aller avec différentes personnes. C'est de faire un petit retour. Vous savez, c'est pas long, là. Non, c'est pas long. Ça a l'air d'être compliqué en maudit, par exemple. Pour beaucoup de gens, c'est très compliqué. Moi, demain matin, je m'en vais passer une entrevue. C'est sûr que je vais y aller avec... dans le sens pour essayer d'avoir un travail ou essayer d'avoir un job, j'irai pas une calée. Non. Alors, vous allez en entrevue. Oui. Et l'autocritique va consister, après l'entrevue, à prendre 2-3 minutes, 3-4 minutes, et de reviser dans sa tête comment ça s'est déroulé, puis ce qu'on a fait pendant l'entrevue. Vous venez justement de le dire. C'est juste ça, l'autocritique, bateau. Si je vais passer une entrevue, moi, Monsieur Mailloux, si je passe une entrevue, elle dure 3h30. Ça dure 15 minutes, je vais aller m'asseoir 3 minutes. Bon, ça a-tu marché? C'est-tu quelque chose qui n'a pas été? Y a-tu quelque chose que j'aurais dû dire? Exactement. Bon point, mauvais point. Faut prendre le temps de réfléchir. Eh oui. Faut s'asseoir, bon, je vais-tu passer? Et se regarder, par exemple, à un moment donné, vous invitez une gonzesse au restaurant. Oui. OK? Vous courtisez quelqu'un, vous l'invitez, la gonzesse. Bon, vous avez passé une petite soirée. Le lendemain matin, vous prenez 3, 4, 5 minutes, puis là, vous revisez dans votre tête comment ça s'est déroulé, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui n'a pas bien été, quelle impression, qu'est-ce que j'ai ressenti. C'est pas long, ça. Non, c'est vraiment pas long. 3, 4 minutes. Moi, je peux vous dire que... Une journée de réflexion. Ouais. Sonder ses réactions, sonder. Ah oui. C'est ça, ce qui s'est passé, mais à l'intérieur de nous. Se regarder aller, comment j'ai été, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, qu'est-ce que j'aurais, tu sais. Mais les autres nous sont utiles pour ça, par exemple. Janine, vous voulez dire quelque chose, là? Non, attendez, wow, un instant, là, wow. Les autres nous sont utiles à ça. Parce qu'on vit des choses avec le monde. Tu sais, vous dites, vous sortez avec une femme, puis le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé, comment j'ai réagi, puis tout ça. C'est parce qu'il y a de l'interaction. C'est un cas où tu peux faire le bilan de ce qui s'est passé rapidement, comme vous le dites. Mais pourquoi tu dis que les autres nous sont utiles? Parce que si tu vis dans ta bulle, Pierre, si tu vis dans ta bulle à toi, tu peux bien t'autocritiquer, mais t'es pas en relation avec personne. Les autres nous sont utiles parce qu'on entre en interaction, les gens sont différents. Comprenez-vous comment tu réagis aux autres? Parce que je voulais être sûr de m'assurer. Je voulais savoir si tu disais les autres nous sont utiles dans le processus d'autocritique. Non. La réponse, c'est non. Ils nous servent, par exemple, à voir comment on réagit, nous. Et M. Mailloux? Bon, attendez un peu, là, Laurent. Janine est en train d'aborder quelque chose. Je ne veux pas couper Laurent non plus, là. Ah, non, Laurent, écoute, c'est un habitué, il est capable de se taire 2 minutes. Il placote assez, lui, là, il est pas en manque. Bon. Les autres nous sont utiles. Oui. Tu es en train d'insinuer que si, par exemple, un individu vit sur une île, il va avoir beaucoup de difficultés à s'autocritiquer? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement, mais tu as plus de possibilités de voir des choses en toi parce que tu es avec d'autres mondes. Bien dit. Bye, Laurent. Laurent, je vous ai coupé la parole. Non, c'est correct. Laurent, c'est assez. Bye.
parle aujourd'hui des gens qui se vantent ou des gens qui sont prétentieux. Oui. Oui. Janine, oui. Je reçois un courriel, là, une dame qui me fait un reproche, m'invitant à la patience, que les Québécois ne sont pas tous des universitaires. Ce que j'essaie de dire, OK, c'est que l'autocritique, ça prend pas un cours universitaire. Ce que j'essaie de dire, que c'est une attitude qui n'a jamais été cultivée dans la tribu. On se comprend-tu, là? C'est pas à l'université qu'on apprend ça, l'autocritique. C'est une attitude humaine qui ne fait pas partie de l'éducation aux enfants. Fait que là, vous comprendrez mon manque de patience, là? Donc, n'importe quoi. Hey, on ne peut pas faire un grand cours. Il y a du monde pas instruit, très peu instruit, qui sont capables d'un critique. Fait que fichez-moi la paix avec l'université après-midi. Et on parle à Judy. Bon, Judy? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Judy. Bonjour. Bonjour, Judy. Bonjour, ça va bien? Ben là, ça va bien. Oui, ben regardez, moi, je suis pas tellement éduquée. J'ai seulement un secondaire, puis je suis arrivée dans... Vous n'êtes pas éduquée? Vous n'êtes pas éduquée ou vous êtes peu instruite? Je suis peu instruite, mais je me suis éduquée à m'autocritiquer. Parce qu'il y a des individus peu instruits qui peuvent être très bien éduqués. Et voilà. Et voilà. Alors, on va commencer à se démêler. Ça aussi, ça prend pas un cours universitaire pour démêler entre les deux. C'est ça. Moi, je vais vous dire que j'ai grandi en pensant que se vanter, c'était mal, mais j'ai compris que je confondais les deux, être fier de soi et se mentir, là. Quelqu'un qui se ment, qui se vante, là. Exactement, ça fait partie de... Oui. C'est une caractéristique québécoise de confondre fierté personnelle avec vantardise. C'est ça. J'avais de moi que je pensais qu'être fier de soi, c'était mal. Ben oui, c'est un péché d'orgueil. Les curés, la religion catholique disaient que c'était de l'orgueil. C'est ça, pas parce que j'ai été élevée dans la religion, je me suis cognée sur la tête. Assez longtemps. Oui, avant de découvrir ça, mais une fois qu'on découvre que ce que vous avez dit au début, Dr. Mailloux, la religion, la société, les gouvernements, la mentalité de troupeau, c'est ça. C'est dans ça qu'on vit, parce que dès qu'on peut s'autocritiquer puis décider pour soi-même d'agir d'une façon, on semble être marginal, on semble être pas faire partie de la gang. Pensez-vous les bébés qui sont envoyés dans les garderies à 10-11 heures par jour, 5 jours par semaine, qui sont élevés en troupeau? Pensez-vous qu'ils vont être capables d'autocritique? Mais non, puis quand ces enfants-là arrivent à 18 ans, on s'attend qu'ils soient capables de penser par eux-mêmes. Jamais, impossible. Impossible. Parce qu'ils ne sont qu'un numéro parmi tant d'autres. Ouais, exactement. Mais pourquoi est-ce qu'on est si aveugle à ça? C'est flagrant. Des gens qui peuvent penser, s'autocritiquer, se tenir debout, c'est beaucoup plus... Parce que ça fait partie de notre culture. C'est une caractéristique de la société québécoise. OK, mais pourquoi moi, avec, comme vous disiez, mon peu d'instruction, au fil de la vie, je suis arrivée à être capable de dire, regarde, puis j'irais plus loin, l'autocritique, ça mène vers le bonheur aussi, parce qu'on est satisfait de soi, on est Vous êtes sublime. Oui, hein? Ça vient pas de moi, ça, Janine. L'autocritique ouvre la porte sur le bonheur. Absolument, parce que le bonheur, il ne tombe pas dessus. Le monde pense, regarde, il y a des mauvaises choses qui m'arrivent. Quand est-ce que je vais être heureux? Le jour que tu vas être capable de réagir à ce qui se présente devant toi, puis être fier de la façon que tu réagis, t'es heureux. Tu peux pas faire autrement. Peu importe ce qui nous arrive, là, tu sais. Moi, je vis des choses en ce moment, puis c'est tellement, je vois tellement clair que ça me fait peur des fois. Exemple. Bon, moi, j'ai une enfant handicapée, puis j'ai une cousine, sa fille a une maladie extrêmement rare, c'est dégénératrice, puis elle va mourir à l'âge de 6-7 ans. Rapidement, Judy. On sait pas. Fait que, mais les gens ont peur de lui parler à qu'est-ce que je lui dis, sa fille va mourir. Elle a pas besoin de ça, elle a besoin elle a besoin juste d'être elle-même puis d'être capable de parler, mais quand les gens comment je dirais ça, Merci. Allez, Judy. Merci. Départager entre être vantard, être prétentieux, être fier de soi.
Ouais. Comment on se retrouve dans tout ça? Et la différence fait partie de notre finesse culturelle. Quelqu'un qui est fier de ce qu'il fait, sans se vanter, qui est content, là. Est-ce que ça attise des mauvaises réactions dans l'entourage? Je pense pas. Pardon? Quelqu'un qui fait un bon coup et qui est fier puis qui en parle. Parce qu'il est passionné, parce qu'il est même étonné personnellement de son succès. Très mal vu. Très mal vu. Mais c'est pas de la vantardise à ce moment-là. Non. La fierté légitime est très mal vue au Québec. Le succès est mal vu, l'excellence est mal vue, et je n'exagère pas. Là, pour une fois, je peux généraliser, car n'oublions pas que notre vice national, c'est l'envie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prétendre que l'envie n'est pas notre vice national? Parce qu'autrement, on applaudirait. Osez. On applaudirait si on n'était pas fondamentalement fabriqués comme ça. Il y en a qui sont contents du succès des autres. Vous dites qu'ils sont minoritaires. Renforcer la petitesse québécoise. La petitesse de beaucoup de Québécois a été renforcée culturellement. Il y a eu un renforcement culturel de la petitesse et non pas de la grandeur. Alors, on parle à Daniel. Bonjour, Daniel. Oui, bonjour, Janine. Bonjour, Dr. Mailloux. Bonjour, Daniel. Bon, moi, il y a comme deux parties dans ma vie. Je vais vous expliquer. J'ai été infirmière. J'ai un certificat en toxicomanie. Oui. En psychiatrie. Oui. Puis, par la suite, j'ai eu la sclérose en plaques. Oui. On m'a déclaré inapte. Oui. Et j'ai l'aide sociale. Oui. Bon. Et puis, j'ai bien de la misère avec ça. Oui. Parce que je suis toujours en train de me justifier. Oui. Je vais vous donner un exemple. Oui. L'autre fois, je suis élève à la pharmacie. Puis le pharmacien me connaissait. J'étais en pleine poussée, il y avait plein de monde. J'avais une nouvelle prescription de Daniel, vous étiez en pleine poussée. De sclérose en plaques. C'est-à-dire? Ben, j'étais fatiguée, c'est le symptôme principal. J'étais fatiguée, j'étais impatiente. Puis lui, il fallait qu'il rejoigne le médecin parce que c'est un narcotique. Puis il y avait plein de monde. C'était un nouveau pharmacien, puis il me connaissait pas. Puis j'avais pas de patience. Okay. Puis il y avait plein de monde en arrière qui attendait. Puis j'étais extrêmement fatiguée parce que j'ai attendu à l'hôpital. J'arrive à la pharmacie, j'attends. Il trouvait pas le médecin. Il voulait pas me donner mes Dilaudid, en tout cas. Là, il a fini par me les donner. Là, il me dit, il arrive, puis il me dit, bon, mais il dit, prenez pas d'alcool avec ça. Moi, j'étais avec ma j'ai travaillé, j'ai un certificat de psychiatrie, puis j'ai un certificat de toxicomanie, puis j'ai dit, bon, puis là, j'ai parti. Là, ma fille a dit, maman, qu'est-ce que t'as? J'ai dit, j'étais carré de me justifier. Elle dit, oui, mais elle dit, lui, il sait pas que t'es infirmière. J'ai dit, oui, mais quand j'ai été obligée d'attendre chez le médecin, j'ai été obligée d'attendre, on dirait que le passé n'existe plus. On dirait que les gens me voient comme quelqu'un qui est sur l'aide sociale, qui n'a pas eu de passé avant. Comme une niaiseuse. Il vous a traité en niaiseuse. Oui, puis vous n'avez pas aimé ça, puis vous avez raison. Tu casses, avant d'adresser ces grandes recommandations, là, creuse à des inconnus, à des personnes qui connaissent pas, là. Oui. Il devrait apprendre à se taire. C'est ça que vous voulez nous dire? Il a manqué de maudite belle chance de fermer sa gueule, de vous donner vos pilules, puis fermer sa boîte. Puis d'apprendre à vous connaître avant d'y aller avec ces grandes recommandations. Il y a des filles. Je pensais que c'était moi qui n'étais pas correct. Bon, on va être deux. Ça vous console? Non, c'est parce que c'est fatigant, docteur Mailloux. Je vous comprends très bien. Il a manqué de maudite belle chance de se faire ma trappe. Oui, puis ça m'arrive fréquemment. Les gens me disent, il faut tout le temps que je me justifie. Oui. Et je ne suis plus capable. Daniel, quand vous dites les gens... Surtout dans le milieu hospitalier. Mais comment ça se fait? Où est-ce que tu es rendu? Où est-ce que tu travailles? Mais je travaille plus. Mais comment ça se fait? T'es jeune? J'ai la sclérose en plaques. Mais ça paraît pas? Tu me laisses tranquille. Ben là, Daniel, vous êtes en train de nous dire que vous aimeriez que les femmes soient subtiles. Vous en demandez pas mal l'après-midi, là. Je le sais parce que je les connais. Ça, je le sais, j'ai travaillé avec eux autres. Il n'y a pas plus bête que ça. Écoutez, Daniel, c'est sûr qu'avec vous, je peux me payer la traite un peu. Vous connaissez le milieu, féminin hospitalier. Je vous ai appelé une fois, puis je vous ai applaudi. Oui, je sais. Que les médecins, puis tout ça, je les connais. Puis il n'y a rien de pire pour abaisser une autre femme. Puis je t'écœuré de Daniel, ça. vous le savez très bien, dans des milieux féminins, même dans le milieu hospitalier, milieu de femmes instruites, le pire ennemi d'une femme, c'est une autre femme. C'est pas un homme.
Les infirmières sont épouvantables. Ben, pas toutes. Il y en a des bonnes, là, Daniel. Soyons oui, prudents. mais en général, là, ils m'écœurent. Des femmes avec qui vous avez déjà travaillé, Daniel? Oui. Ouais. Parce qu'une infirmière, c'est avant tout une femme, Daniel. Oui. Ben, elle a mon dossier, là. Mais Elle a mon dossier, puis elle le voit, là. Moi, j'ai de la misère à saisir tout ça. Ça n'a pas d'allure. Parce que je suis comme deux personnes, là. Je suis comme... Il y en a qui me jugent comme... Ah, elle est sur le bien-être social, elle a sa vie, elle a rien. Mais J'ai vécu, c'est pas de ma faute si j'ai la sclérose en plaques. Mais Daniel, ce qui est le plus étonnant dans ce que vous racontez, c'est que ce sont des femmes qui ont travaillé avec vous, qui savent ce que vous étiez avant. Oui. C'est ça. Mais là, je me sens obligé d'intervenir pour vous sensibiliser à la méchanceté de certaines femmes. Ben là, je vous l'accorde. À 100%. J'ai bien dit, Janine, de certaines, pas de toutes. On retient. S'il vous plaît, retenez-vous, là, c'est courriel. J'ai dit certaines. Ben moi, je dis 100%. Non, vous êtes fru après-midi, là, vous en mettez un peu trop. C'est important de ne pas trop en mettre. Hein? Parce que je vous niaise pas, sincèrement, je le dis. J'ai travaillé avec d'excellentes infirmières, avec des personnes extraordinaires. Mais Et votre fille, Daniel, elle comprend? Mes filles n'en peuvent plus. Elles ne peuvent plus de quoi? Elles ne peuvent plus entendre les commentaires des gens. OK, bon, donc... Ils viennent plus avec moi à l'hôpital, ils sont écœurés, et ils disent, hey, ma mère, c'est pas n'importe qui, là. Ma mère, elle a déjà été quelqu'un, ma mère, c'est pas la sclérose en plaques. Ma mère, c'est avant tout un être humain. Oui. Daniel, j'aime ça parce que je dis et je répète à notre tribune la même chose concernant la schizophrénie. Oui. Une personne qui est atteinte de schizophrénie, c'est pas un schizophrène. Non. Vous n'êtes pas une sclérose en plaques. Vous êtes une personne qui souffrait de sclérose en plaques et chaque cas diffère. C'est ça. À quelqu'un qui souffre, moi, ça commence à me taper chez les nerfs quand on parle des schizophrènes. Non. C'est des individus qui ont toutes sortes de personnalités, atteints d'une maladie à différents degrés. Justement. Non, j'aime ça, votre intervention, c'est le fun. Il y a au moins 2 femmes qui sont de votre bord, Daniel. Oh, ben là, si on veut regarder... Vos filles. Oui. Vos filles. Vous me réconfortez parce que c'est vraiment à faire. Je suis vraiment à faire, là. Allez. Bye, Daniel. Bye. Parce que les traumatisés crâniens, Pierre, c'est la même chose. Ça paraît pas. Dans certains cas, ça paraît pas. Puis là, t'as pas juste des femmes qui les envient, des gars qui bûchent, puis qui disent, non, tu l'as facile, toi, qu'est-ce que t'es en congé aujourd'hui? Non, je suis invalide. J'ai un pépé travaillé. En tout cas. Oui, tu fais bien de le mentionner. Parce que, et ça m'étonne. Un peu de délicatesse dans nos... en disant... Qu'est-ce que ça peut foutre aux autres? J'ai taquiné un peu la planète en disant que bon, les femmes n'étaient pas trop subtiles. C'est sûr que beaucoup d'hommes ne sont pas plus. Alors la subtilité, c'est qu'on a eu tendance à attribuer la subtilité aux femmes, mais non, chez les hommes et les femmes, il y a beaucoup de pas trop subtils là-dedans. Je pense que oui. On parle à Omer maintenant. Bonjour Omer. Allô, comment ça va? Bonjour Omer. Ça va bien? Ben dans le Morosse, là, j'écoute votre programme. Moi, j'ai 75 ans. Oui. Et puis, j'ai souffert toute ma vie je remercie le bon Dieu avec toute la humilité. J'ai eu un grand talent quand je suis arrivé au monde. Et j'ai tout de suite compris que l'autosuggestion, ça s'appliquait. Puis j'ai compris aussi qu'avoir beaucoup de talent, et c'était pas facile avec tout le monde. Ouais. Vis-à-vis de tout le monde. Et en quoi consistait votre grand talent? Ben, je sais que moi, j'étais... Bonjour, là, vous allez dire c'est pas vrai, non, mais c'est ça, c'est un fait. S'il y en a qui m'écoutent dans mon temps, ils vont dire c'est vrai. Et puis après 3 jours, je dis non, moi je vais plus là. J'ai rien à apprendre là. Je vais pas retourner. Oui. Et puis j'ai appris à lire et écrire et puis compter très bien. Puis j'ai été en affaires toute ma vie. Oui. Oui. Et puis, lorsque je me manifeste... Attendez, soyez honnête aussi. Rendez à César ce qui appartient à César. Okay, vous avez appris à lire et à écrire et à compter. Oui. À quel endroit? À parler avec des gens. Non, et pas à la maison, avec les plus vieux. Avec les plus vieux. Par immersion qu'on appelle. Attendez une minute. À la maison, là, c'était pas une école. Là. Moi, j'ai fait l'école buissonnière, comme oui. Mais j'ai appris à lire et écrire, là. Vous me posez une question que moi-même. À quel âge vous avez su lire et écrire? À 8 ans, je savais lire et écrire. Ben oui, par immersion. Avec les autres enfants, il y en a plusieurs qui apprenaient comme ça. Les autres enfants, j'allais pas à l'école. Et, Homer, vous étiez combien dans la cabane chez vous? On était 7. Bon. Ouais. Il y avait 7, il y en avait d'autres, il y avait 6 autres. Oui. Et vous avez appris à lire et écrire ce qu'on appelle par immersion, tout simplement.
Il y en a plusieurs. C'était pas rare, ça. Ben, j'espère que c'est pas rare. Les enfants qui étaient talentueux regardaient faire les autres, ils commençaient à griffonner, et ils apprenaient à lire et à écrire comme ça. Je me prends pas... Non, mais fouillez votre mémoire un peu, là. Une chance que je connais un peu à business. Ouais. On nous ferait à croire n'importe quoi dans cette tribune-là. J'ai jamais cherché le pourquoi, mais ça me réveille. Après 75 ans, c'est vrai. Oui, c'est par immersion, en voyant faire les autres, tout simplement. Oui, voir mes frères et sœurs, les frères faire les dictées, puis... C'est ça. Il était plus vieux que vous? Non, il y en avait des plus jeunes, mais il y en avait des plus vieux. Des plus vieux aussi, oui. Moi, dans ma vie, j'ai toujours été en business, dans la mécanique. Ensuite, j'ai toujours été en affaires aussi et dans la construction. Je regardais, pour vous donner un exemple, là, je ne veux pas me prendre pour un autre, mais c'est comme ça. Je l'ai. Voulez-vous, je veux pas... Dans mes garages, monter une transmission, monter une transmission automatique. Et le lendemain, je prenais une transmission, puis je le faisais. Ben oui. Vous étiez talentueux. Vous aviez une mémoire, puis vous compreniez ce qui se faisait, vous étiez capable de le répéter. Je montais des carburateurs de 150 pièces, des 4 barils dans ce temps-là, des Rochester, des Holley. Homer, vous avez tout à fait raison. Le talent, c'est simplement ça. Mais ce qui est pas... C'est plate, mais c'est ça. Il y a des individus qui doivent bûcher des mois et des années pour apprendre tout ça. Ouais. Il y en a d'autres, ils regardent faire une fois, puis ensuite, ils s'essayent. Et il y en a même, ils regardent juste comment c'est fait, OK? Ils le défont, puis ensuite, ils le refont. Ouais. Le talent, c'est ça. Bon, je rajouterai une chose. Moi, là, le problème n'a jamais existé dans ma vie. D'abord, le négatif, je connais pas ça. Quand j'ai eu du négatif, le positif embarquait par-dessus. Le problème n'a jamais existé. Le mot problème, j'ai toujours enlevé ça depuis très jeune. Il y a des circonstances, il y a des solutions. C'est-à-dire, il y a une solution à n'importe quelle chose. Il s'agit de la chercher. Oui. Et moi, avec mon talent que j'ai, j'ai toujours cherché à trouver la solution. Exactement. Je l'ai trouvé. Très bien dit. Mais ça, là, Mme Ross et M. Mailloux, c'est pas évident pour que ça devienne immortel, monsieur. Oui. Ça doit faire des troubles en maudit dans la vie. Exactement. Parce que vous vivez au Québec. Bye. Vous voulez redonner une deuxième... On parle de vantardise, de prétention, peut-être aussi de fierté aujourd'hui. Ben oui. Les gens qui sont... Fierté légitime. Oui. Tu sais, lorsqu'on est rendu à confondre fierté légitime et vantardise, on n'est pas tellement évolué comme société. Et à nouveau, qu'on vienne pas me dire que là, c'est parce qu'on n'est pas tout allé à l'université. Ça n'a rien à crisser avec l'université. Correct? Alors on va ça, c'est des attitudes sociétales malsaines, contre-productives, que nous traînons dans notre culture tribale. Et on peut me citer là-dessus. Je l'aime, ce que je viens de dire. En tout cas, j'en suis convaincu. Mais démontrez-moi que c'est pas vrai. C'est pas communicatif. Quelqu'un qui réussit et qui est fier de sa réussite, sans toujours la ramener dans la face des autres, c'est communicatif. Il me semble que ça devrait soulever quelque chose de positif chez les gens qui reçoivent. Ah, cette personne-là est capable, peut-être que moi aussi. Mais ce que ça peut remettre en plein visage, par contre, c'est que moi, je suis pas capable. J'aimerais le faire. Janine? Oui. Si nous avons une guerre à faire au Québec, c'est contre l'envie. Si nous avons une libération à conquérir au Québec, c'est contre l'envie, c'est-à-dire notre fierté personnelle. Et on parle à Sylvie. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour, c'est à moi? Oui, c'est à vous. Sylvie, c'est à vous. Bon, ça me fait plaisir de vous parler. Moi, justement, là, ça me crie en dedans, puis ça me choque tellement, ça. Parce que, je veux dire, moi, je suis une fille qui me prend en main, puis je suis fière de moi, parce que je trouve que je m'en sors, malgré que j'ai eu une mère très matriarche, puis très pas très sympathique à mon égard, tu sais. Puis, une mère matriarche, dites-vous? Tu sais, qui m'écrase tout le temps, qui n'a pas su me valoriser, puis je suis contente de moi parce que je m'en sors aujourd'hui. Quel âge avez-vous? J'ai 37 ans. Vous avez 37 ans. Osez dire pareil ignominie envers votre pauvre mère vieillissante. Oui, puis c'est avec réalisez-vous la non-reconnaissance de vos propos? Très bien avec ça. Ah oui? Oui, ça me dérange pas quand je me couche le soir, puis ça me serre pas le cœur. Non.
Non. Depuis quand ça vous serre plus le cœur? Oh, ça peut faire une couple d'années parce que c'est des prises de conscience que j'ai faites graduelles dans ma vie. Puis c'est ça, c'est en vous écoutant que vous m'avez éduqué là-dedans. Je sais. Écoutez, je reçois plein de courriels qui m'accusent d'être en train de créer un conflit de génération au Québec. Mais je pense que c'est pas ça, c'est que ça vient déranger bien des façons de voir les choses qui... Ça dérange bien du monde quand on pense comme ça, là. Hey, traiter la génération, les bonnes femmes de la génération précédente de matriarches, hey, c'est en train de leur mettre le feu dans le poil pubien, hein. Mm-hmm. Et j'exagère pas. Ça va sentir ça va sentir le brûlé tout à l'heure. Oh! Mais c'est sûr que j'ai pas pris la peine de m'asseoir avec ma mère puis pour lui dire tout ce que je pensais de ça. Je trouve que ça n'en vaut pas la peine. Oh, Sylvie, vous me faites plaisir. Bon, merci de me le dire. Parce que je suis assez honte, mais si je parle aujourd'hui... Si j'aime ça. Mais, elle n'en vaut pas la peine. Mais c'est pas pour ça que je vous appelais. Mais ça a été l'idée. C'est juste pour dire que je suis fière de ce que je suis aujourd'hui. Puis des fois, il y a des choses que j'ai d'un trip puis que je me dis, je me dis, c'est moi qui m'en fais, j'ai l'influence du tapis, mais je me dis que non, parce que des fois, j'ai des relations avec des personnes qui sont comme liées de sang avec moi, puis je suis pas capable. Puis où que ça devient un conflit avec moi, c'est quand c'est avec mon amoureux, le chum avec qui je partage ma vie. Oui. Parce que j'aimerais qu'il comprenne les mêmes affaires. Mais lui, il est plus lié avec le sang, puis il a de la misère à avoir une critique objective sur des choses. Face à sa famille, par exemple, alors que vous êtes critique, même à ses enfants? C'est par rapport à ses enfants. Oui. Ça, des fois, ça me fait peur. Puis des fois, la réalité de la vie, des fois, m'amène à dire, ça me fait peur dans le sens que moi, je vois les choses d'une façon, lui, il ne la voit pas de la même façon. Par exemple, quelqu'un qui me manque de respect à moi. Moi, je suis venue vivre avec mon chum. J'ai 3 enfants. Lui, il en avait 3 plus vieux, tu sais. J'ai eu de la misère à mettre mes ustensiles dans le tiroir, à faire le ménage dans cette maison-là, tu sais. Ces enfants avaient de la misère avec ça. Attendez un peu, vous avez eu de la difficulté à mettre les ustensiles dans les tiroirs? Ça faisait pas l'affaire, en quelque part. Que vous alliez? Il y a des gens dans la vie qui sont capables de faire chier les gens sans envoyer chier clairement, OK? Non. Oui. Puis, ça m'écoeure, ça me choque, parce que moi, je savais dans quoi je m'embarquais, mais j'idéalise quand même. Je me disais, oui, je suis capable, puis c'est possible de faire quelque chose qui marche. C'est quoi l'histoire de la coutellerie, là? Tu arrives avec tes affaires, ton patrimoine, tu arrives avec tes affaires dans une autre maison. Oui. Qui était la sienne. Vous n'avez pas décidé d'acheter une maison ensemble, c'était la sienne. Vous rentiez chez lui, même si vous apportiez... Avec certains affaires, des effets personnels. Oui. C'est pas les meubles, mais tu sais, la vaisselle, des choses comme ça. Oui. Et tu sais, ça fait pas l'affaire. On sent que ça fait pas l'affaire. Mais ça fait pas l'affaire de qui? Des filles. Non! Oh, pas des filles! Ben, de ses enfants, parce que je veux pas trop nommer ses enfants. Mais c'était des filles. Ben, c'était des... c'était des filles. C'était des filles. Il y en a 3. Ça reste là. Je m'enfarge pas là-dedans, moi. Tu sais, je me dis, bon... Puis tu sais, Elles avaient quel âge, les filles? À l'âge des adultes, autour de la vingtaine, dans la vingtaine. Dans la vingtaine. Début de la vingtaine. Est-ce qu'elle vivait là? Il y en a une qui est revenue vivre à la maison parce que elle était aux études. Une fille d'université, elle n'aurait plus, fait qu'elle est revenue à la maison. Vous savez... Mais c'est elle, j'ai de la misère avec les gens qui prennent beaucoup de place, qui s'expriment sans trop rien connaître. Regardez, Sylvie, c'est que la fille de votre conjoint n'a pris la place que celle que son père lui laissait. Ben, il y avait toute une maisonnée avant que moi j'arrive dans la maison. Parce que c'est un homme d'une maison, c'est moins souvent là. Fait qu'il y avait une maison, eux, tout seul pour faire des... Sylvie, belle excuse. Ouais. Cette fille-là n'a pris que la place, lorsque vous êtes entré, que son père lui laissait. OK, ça veut dire? Selon vous? Ça veut dire ce que je viens de dire. Il n'avait pas beaucoup? Pardon? Il n'avait pas beaucoup? Pour vous? Pour moi? Cette fille-là, de 20 ans, dans la jeune vingtaine, n'a pris la place que celle que son père lui laissait. Précisez plus clairement. Aviez-vous vu ça? Ben, des fois, je me dis, il avait peut-être trop, eux autres, parce qu'il était... Aviez-vous vu ça? Ben, tu le vois, on m'avait averti de tout ça avant. Des belles-sœurs. Qui me disaient, prends ta place, parce que... Non, c'est pas comme ça.
pauvres femmes, je comprends que les femmes font pas la guerre. Vous êtes tellement nuls en stratégie que ça n'est gênant. Mais allez-y plus clairement. Qu'est-ce que c'est? Ben oui, mais là, on vous mettait sur le dos de devenir une Germaine. Quelle maladresse. Hein? Moi, j'en reviens pas comme les femmes au niveau stratégique. Là. Vous avez un maudit bout à faire, en tout cas. Avant de vous envoyer à la guerre, là, je t'assure que ça va prendre 50 ans. Mais précisez, Sylvie, ce que vous voulez le dire exactement, Ce n'est Pierre. pas à Sylvie à répartir les rôles dans une cabane lorsqu'elle arrive. Non. C'est pas ça. C'est pas à vous, la cabane. C'est à qui, la cabane? Oui, c'est à l'autre. C'est à Ticasse à répartir les rôles, à dire à sa fille, bon, et justement, c'est pour ça que ça me choque, parce que... Il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Bon. Ça a amené à de la merde, OK? Oui. Et il y a de la misère à prendre la parole là-dedans. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait Moi, avec je m'exprime avec ça, mais ça fait des conflits. Vous l'appelez votre amoureux. Ouais. Vous êtes amoureuse de quoi? D'un berger allemand évolué? Ben, il y a de la misère à prendre sa place là-dedans parce qu'il est près avec des liens de sang. Non, ça n'a rien à voir avec les liens de sang, chère Sylvie. Bon, Pierre, c'est un mollusque. Moi, dans mon autocritique à chaque jour, quand que c'est ça, c'est que des affaires qui, quand je me couche le soir, puis je pense, bon, c'est-tu moi? Non, c'est que vous avez pas le sens critique. C'est que vous n'avez pas été élevé. Écoutez, vous êtes un reflet de la québécoise, là. Ouais. C'est que vous n'avez pas le sens critique tellement élevé. Et l'individu qui est sur la sellette, que vous devez mettre sur la sellette, c'est le conjoint, c'est le partenaire, qui fait pas ce qu'il devrait faire. Comprenez-vous? Et il vous laisse la responsabilité de mettre de l'ordre dans le poulailler. C'est sûr qu'avec les poules, vous allez être perdante. Mais c'est plate, hein? Ben oui, vous allez être perdante parce que c'est pas votre rôle. Ouais. Il vous fait jouer un rôle qui n'est pas le vôtre. Ben, des fois, et même les belles-sœurs embarquent là-dedans. Mais est-ce qu'il lui laisse une place à Sylvie dans sa maison? La grande question, c'est ça? Oui. Oui, vous avez une place parce qu'il faut pas que je prenne de place quand j'arrive pour m'exprimer puis dire, exemple, cette jeune fille-là, tu sais, quand elle revient, elle passe tout ça à bagaille, ben, je lui ai exprimé à l'automne dernier, je suis pas capable de t'accueillir les bras ouverts. Sylvie, ce n'est pas à vous de répartir les rôles dans le poulailler. C'est pas votre poulailler. Vous êtes une invitée. Ouais. Le propriétaire des lieux, ça donne, c'est le coq, c'est pas une poule. Il est pas capable, c'est un mollusque. Ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça pour qu'il devienne... Non. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hey, quel âge qu'il a? Bon, je veux pas dire son âge. Non, ben, on le sait qu'il y a dans la quarantaine. Trop tard. Ouais. non, écoutez, vous êtes amoureux, là, d'un Québécois typique. Ben alors. Elle en a pas de place, Sylvie. Non, mais... moi, je trouve ça. Vous êtes amoureux d'un Québécois typique. Bon. Pourquoi est-ce qu'il l'a attiré chez elle, Pierre, s'il ne réserve pas une place? Une femme, pour laver ses shorts, c'est tout le temps que mode. Mais quelle est la place qu'ils ont à prendre, eux et moi, là-dedans? C'est pas à vous de le déterminer. Parce qu'il pourrait ne jamais accepter. Sa fille pourrait ne jamais accepter. Vous êtes un bel exemple, Sylvie, s'il vous plaît, mesdames. Soyez très prudentes. Les histoires de famille recomposées, plus souvent qu'autrement, là, ça va être exactement comme vous. Parce que le maître des lieux ne définit pas les rôles. Et ça tourne en pagaille. Parce que la plupart des hommes québécois sont des guenilles. Et vous êtes probablement amoureuse de quelque chose qui est proche de la guenille. N'est-ce pas? Bye, Sylvie. Bye, Sylvie. Parlons-y. On s'éloigne du sujet, Pierre, un petit peu aujourd'hui, oui. Joanne qui dit aussi, qui prétend que le sujet d'aujourd'hui, c'est un couteau à double tranchant. Ben non. L'autocritique, ce n'est jamais à double tranchant. On voit un tranchant où il n'y en a pas, là. Ben non, c'est pas un couteau. L'autocritique, le fait de se regarder agir, d'examiner ses comportements, soit pendant qu'on le fait ou peu de temps après, ou quelques jours plus tard, c'est jamais un couteau à double tranchant. Rassurez-vous, comment se fait-il qu'au niveau éducatif, on soit si peu avancé au Québec? Mais est-ce que ça fait peur, Pierre? Ça fait peur, oui, ça fait peur. Se voir dans ces dimensions qu'on n'aime pas. Se regarder tel comme on est, puis essayer d'aider les enfants à se voir comme ils sont. Tu sais, dans leurs bons, dans leurs moins bons, dans leurs talents, dans leurs lacunes. Ben oui, mais c'est ça l'éducation. Mais à quoi vous pensez? Vous servez, Tarlac, quand vous avez des petits? Mais à double tranchant, parce que tu peux voir de très belles choses et des choses négatives sur toi-même. Je pense, ça se comprend,
Ça peut être... pas de tranchant là-dedans. En tout cas, c'est les deux côtés de la médaille au minimum. Si. Ouais. Toi, double tranchant, c'est un couteau qui peut te couper des deux bords. Oui. Pas ça, là. Non. Voyons. On voit du tranchant, il n'y en a même pas. En tout cas, bon. Bonjour, Dr. Mayou. Bonjour, Lynn. Je fais toujours... je peux vous dire qu'à chaque fois, je suis fière de moi, de prendre le téléphone et de vous appeler. Ah ouais? Avoir le courage de le faire. Avoir le courage de le faire. OK, allez-y. C'est de la vente tardive. Non, j'ai beaucoup aimé, c'est Daniel, je crois, la dame qui disait qu'il faisait de la sclérose en plaques et qu'elle était jugée. Moi, souvent, je me suis comme sentie victime de ma situation. Parce que je suis une maman à la maison. Non, vous êtes une mère à la maison. On va arrêter d'infantiliser les mères, là. C'est les grands-mamans. Je suis une grand-maman, Non, vous êtes une mère. C'est un rôle. Oui. Et souvent, moi, je demeure dans un quartier résidentiel et imaginez-vous que il y a souvent des commères, je m'excuse, il y a des femmes, ce sont des femmes, et qui disaient que je me vantais parce que j'étais à la maison, puis que je me vantais parce que mon mari faisait un gros salaire, j'étais à la maison. Je n'ai jamais parlé à qui que ce soit de ce que je vis à la maison, de quoi je vis, de quoi. Mais les gens m'attribuaient ça. Bon. Alors, je vous répète, et je répète pour les auditeurs, que se vanter, c'est s'attribuer des qualités et des mérites qu'on n'a pas. Oui. Est-ce que vous êtes une bonne mère? Je crois que oui. Bon, vous pouvez en être fier. Et voilà. Alors, les autres, allez vous torcher. Parce que moi, je suis fière de ce que je fais. Oui. Je suis fière de ce que... Et c'est moi qui avais téléphoné pour lire une lettre à mon mari une fois. Oui. Moi, je veux retourner sur le marché du travail. Et là, imaginez que moi, je veux choisir ce que je veux parce que je vais être ici pour mes enfants au retour à l'école. Oui. Et encore là, on m'attribue encore des choses. Non, là, faut le préciser, là. Qui là, c'est le on. Moi, si je vous le dis, c'est pas mes proches, parce qu'au contraire, mes proches, ils ont rien à dire, mais moi, c'est les voisines, vous savez. Comment vous apprenez ça? Dans quelles circonstances ça vous revient aux oreilles, ces commentaires-là? Il y en a toujours une qui se fait le porte-parole de toute la gang. Puis elles sont supposées travailler? Ben oui, eux, ils travaillent, mais ils comprennent pas que moi, je suis à la maison. J'ai pas le droit, moi, d'être à la maison. Bon, parce que regardez, Lynn, attendez un peu, là. On va couper ce cours, là. Oui. C'est que ça me semble un petit peu enfantin, là. Tu sais, il y a des enfantillages, là. Il y a des bonnes femmes au Québec qui se livrent à des enfantillages, et il n'y a rien de pire que de prêter oreille à ça. Oui. Mais moi, maintenant, ça me passe. Parce que moi, je suis fière de ce que j'ai fait. Oui. Alors, les enfantillages des voisines, là, c'est sûr qu'il y a des femmes immatures, il y en a en masse au Québec. Elles ne sont pas toutes immatures, mais il y en a beaucoup. Non, parce que moi, je peux vous dire que je pense Alors, les femmes immatures se livrent à des enfantillages, des conversations idiotes, niaises, enfantines, puériles, utilisez les mots. Oui. Alors là, OK. Avez-vous autre chose à dire? Ben non, c'est ça. Je voulais dire que j'étais fière de ce que j'ai fait et que je suis bien contente de tout ça. Et au yarb, les jugements et... Bravo. Et on n'écoute pas les niaiseries, les enfantillages, parce que le fait de prêter oreille aux enfantillages valorise ces attitudes-là et les protagonistes vont continuer. Oui, et puis moi, je pense que j'étais 10 ans à la maison, puis je pourrais vous dire que c'est ma plus belle thérapie. Excellent. Oui. Alors, la fierté, ça se partage pas tout le temps, malheureusement. Non. C'est un égo trip, c'est un personnel. Oui. Merci. C'est exactement. Bonjour, Lynn. C'est exactement ça, Pierre. Tantôt, quand tu es fier de ce que tu as fait, mais ça te nourrit. Si ça nourrit pas les autres, au moins ça te nourrit. Aie la fierté de ce que tu fais. Même des petites actions. Mais ça se partage effectivement pas toujours. On parle à Sonia. Bonjour, Sonia. Bonjour. Oui, je pense que je me suis trompée. Ouais. Stéphane, bonjour. C'est pas Sonia. bonjour, Stéphane. Bonjour, M. Mayou. Bonjour, Janine. Je voulais féliciter la maman qui vient d'appeler avant. Parce que je vais dire l'affaire, pour moi, c'est un rôle très important que la maman soit à la maison. Moi, quand je me mets à la maison, elle élève des enfants, puis je trouve ça merveilleux. Là, moi, je vous appelle parce que je suis à la maison, parce que je suis blessé, puis ça me donne la chance d'écouter votre émission. Je peux vous dire, personnellement, les hommes, là, sont aussi pires que les femmes. Moi, je vais dire, je suis dans le domaine de la construction, là, puis le commérage, là, la manière que le gars, il descend à l'autre, là, pour se faire valoriser, là, c'est ridicule. OK? C'est vraiment ridicule. Fait que quand on dit que les femmes font ça, en tout cas, je sais que tantôt, tu avais dit que les hommes aussi, là, c'est aussi pire. Puis la jalousie là-dedans, là, c'est incroyable. Moi, je vais vous donner un exemple. Je suis quand même assez jeune, j'ai 36 ans. Oui. Je suis quelqu'un compétent dans mon métier.
Et puis, là, à peu près 6 mois, j'ai décidé d'avancer dans ma carrière et de devenir contremaître. Mm-hmm. OK? En devenant contremaître, c'est sûr qu'il y en a, tu sais, ils veulent toujours que tu restes plus bas. Hein? Ils veulent pas que tu montes. Vous êtes sorti du troupeau. Là, puis j'avais ma job à faire. Là. OK? Tout à coup, mais j'avais la tête enflée, puis, tu sais, c'était plus le même gars. Tu sais, j'ai toujours été quelqu'un de syndicaliste qui défendait les droits des gars. Ça me gênait jamais de parler ou quoi que ce soit. Aussitôt que j'ai tombé contre... Ah, le gars, il a complètement changé, il a la tête enflée parce qu'il porte un casque blanc puis des affaires de même. Tu comprends-tu? Non. C'est l'enfer. Non, on comprend pas. Tu comprends pas? Non. Ce serait pareil dans les deux cas, hein? N'est-ce pas? Ça se manifeste par des comportements différents, par exemple. Mais est-ce que c'est dur à encaisser, Stéphane? Non, pas vraiment. Non. Moi, j'ai compris que j'ai un rôle à jouer. Oui. Okay? J'ai une job à faire. Et puis, j'ai compris, peut-être 3-4 ans, je peux dire, j'avais maturé pas mal parce qu'il m'est arrivé un événement, je veux pas vraiment en parler, mais j'ai compris que les émotions des autres leur appartiennent, puis m'appartiennent pas. OK? Ça veut dire que qu'est-ce que quelqu'un d'autre pense, là? Ben, regarde, là, c'est à lui à le penser. Espèce d'individualiste. Ben oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le culte du moi. Ça me permet, moi, de savoir c'est quoi mes capacités. Vous comprenez? Moi, je suis capable de savoir si je suis bon à quelque chose. Si je suis pas bon, j'aurais pas peur de l'admettre. Puis j'ai jamais eu peur de dire, regarde, là, je suis moins bon là-dedans. Mais là-dedans, j'ai mes forces. Mais pourquoi que le monde, ils font pas ça? Ben oui, Stéphane, c'est bon que vous appeliez, parce que tantôt, il y avait quelqu'un qui disait, ouais, mais on n'a pas tous des cours à l'université. Vous n'avez pas de cours à l'université, vous, Stéphane? Pas de cours d'université. J'ai fini mon secondaire 5. J'ai commencé dans le métier du SUV après. C'est ça, après secondaire 5. Alors, l'autocritique, ça n'a rien à voir avec l'instruction. Alors, vous avez acquis ça, vous avez acquis cette capacité de vous évaluer, de vous regarder aller, puis de vous jauger par rapport aux autres. Et j'oserais même dire, de vous juger. Ben Quel mot sacrilège ai-je prononcé? Je me sens jugé bien souvent. Oui, et vous osez vous juger lorsque vous dites, je suis meilleur que certains autres, etc. Vous vous jugez. Ah oui, je me juge. Oh! Stéphane, merci beaucoup de votre appel. Faites du bien. Bye. Sur ces discussions. Au baseball. Quand on est fier de ce qu'on réalise, c'est loin de la vantardise quand on en parle, c'est loin de la prétention. Puis on a un petit courriel ici, Pierre, glisse rapidement. C'est une dame qui nous écrit, dit, moi j'ai appris l'autocritique à travers le programme DAA. Ce programme nous suggère d'effectuer un inventaire de notre journée, d'évaluer comment nous nous sommes comportés à travers des événements, et ça lui a permis à cette dame-là d'apprendre à se connaître et à être en mesure d'évaluer ses forces, ses faiblesses et de s'améliorer. Intéressant, comme point. C'est la première fois que quelqu'un fait allusion à cette dimension-là dans le programme avant. Oui. Oui. Et on parle à Sonia. Oui. Et là, on parle pour vrai, hein? C'est Sonia. Bonjour. Bonjour. Vous avez fait tourner le cœur tantôt. Oui, je parlais dans le vide. Oui. Bonjour, Sonia. Bonjour. Pour le sujet d'aujourd'hui, pour moi, c'est automatique que l'autocritique, ça égale la vantardise, mais ça égale la vantardise versus les autres. Quand les autres commencent à s'apercevoir que toi, tu changes, justement parce que j'ai commencé, je parle pour moi, là, j'ai commencé l'autocritique face à moi-même suite à plusieurs échecs. Puis c'est au contraire de dire que c'est toujours la faute des autres. J'ai fini par me dire, ça doit être ma faute à quelque part. J'ai quelque chose à voir dans telle chose ou telle chose. C'est là que j'ai commencé une analyse de mon propre cas. Oui. Bon, versus mon entourage, de près ou de loin. Mais là, je me suis aperçue que, étant donné que mon discours changeait, plus moi je changeais, évidemment, mon discours changeait. Oui. Mais les gens autour de moi ont changé aussi. Quelle gens autour de vous? Pardon? Qu'est-ce que vous voulez dire? À qui référez-vous? Copains, que ce soit des amis plus proches, que ce soit la propre famille. Copains, famille, amis. Tout le monde, quoi. Oui. J'ai tout mon cercle là, dans ma vie. OK. Puis par ce changement de comportement versus eux vers moi, c'est que je m'apercevais que
là, parce que j'ouvre la parenthèse à dire, oui, parce que aujourd'hui, je suis fière de moi. Ça, c'est évident. Fière d'où je suis rendue, de ce que j'ai compris de moi, mais ça dérange les autres énormément. Ça les gêne. Ah, oui. Ça les gêne, ça les met mal à l'aise. Pour vous donner qu'un seul exemple, à un moment donné, j'étais au restaurant, puis là, je parlais d'une découverte que je vais vous citer, là, en parlant de mes lunettes roses, parce que je disais que la dépression, la maladie ou ce genre de truc t'arrive, c'est pour te dire, regarde, enlève tes maudites lunettes roses. Sont trop roses, sont trop épaisses. Ça t'empêche de voir la réalité telle qu'elle est. Puis là, cette idée-là, je la trouvais sensationnelle, pleine de sens, puis j'étais contente de la partager à d'autres. Oui. Mais là, c'est pas comme ça qu'on m'a perçu. On a vu ça comme, oh, elle s'enfle la tête, elle est plus la même. Puis là, les têtes se tournaient à gauche, à droite, pour voir si les autres personnes dans le restaurant m'entendaient. Voyez-vous, je voyais le malaise qui s'installait. Oui. Et ça, je m'en suis pas rendu compte au restaurant même, là, pourquoi je voyais que les têtes se tournaient. C'était en rentrant chez moi, justement parce qu'à chaque soir, je décide de m'auto-analyser. Je m'auto-critique, je regarde, je révise ma journée, je regarde les motivations qui m'ont justement amené à dire ou à faire tel geste. C'est comme ça qu'on peut s'auto-critiquer. Oui, mais là, Sonia, oui? C'est pas comique, votre démarche. Comment ça? Parce que s'il y a beaucoup de personnes qui se mettent à faire comme vous faites, on n'a plus besoin de religion. C'est ça. On n'a plus besoin de se faire dire quoi faire. Exact. On a beaucoup moins besoin de gouvernement, on a beaucoup moins besoin d'encadrement, on a beaucoup moins besoin de fonctionnaires. C'est exactement ça, ma conclusion. C'est justement là. Puis là-dedans, j'ouvre une parenthèse, et certaines personnes, témoins de Jéhovah en plus. C'est-tu dérangeant? Oui. Je respecte ces gens-là. Ben oui. Mais c'est justement... C'est que vous leur dites poliment, écoute, tu casses, j'ai plus besoin de toi et de tes gugus. C'est ça. Hey, c'est-tu talent pour ce monde-là? Puis, ça fait aussi le fait d'amener ce genre d'idée-là à dire, quand on va pas bien, quand la vie t'amène à te regarder en face, c'est par la maladie, c'est par la dépression, le burn-out, une séparation d'avec ton couple, il y a quelque chose en vie qui te dit, tu vois pas la réalité comme elle doit être, c'est toi, tu vois ça par justement tes fameuses lunettes roses, les lunettes roses qu'on lui met dans la face, dès le berceau. Ça va pas bien au teint de tout le monde, hein? Hey, Sonia, belle réflexion. Belle réflexion. Quelqu'un qui est fier de lui, de ses accomplissements, n'a pas besoin de se vanter, Pierre. Ça le nourrit. Diriez-vous ça? Répète-moi ça. Quelqu'un qui est fier de ses accomplissements, fier de ce qu'il est, fier de... Bon, tu sais, et que c'est juste, là. Il n'y a pas besoin de se vanter. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de se vanter. Non, ça n'a pas de bon sens, parce que ça dépend de ce que tu veux dire par ça. Là. Se vanter, c'est de s'attribuer des talents, des qualités, des mérites qu'on n'a pas. Ou être prétentieux. Admettons être prétentieux. Se claquer les bretelles de ce que tu as fait. OK, continuellement. Tu n'as pas besoin de faire ça. Mais là, être prétentieux, ça veut dire quoi? Avoir la prétention de... Là, à ce moment-là, il y a un fond qui t'appartient pas. Tu prétends. Tu sais, être prétentieux... Se vanter, c'est mettre en évidence, mettre en évidence des choses. Quelle différence fait-on entre prétentieux et vantard? Ça, je le sais pas. Quelle différence qu'on fait? Y en a-t-il une? Tu peux avoir un petit fond d'accomplissement sous la vantardise, parfois. Tu sais, tu peux vanter les mérites de quelqu'un. Dans le dictionnaire, ça, ce que tu viens de dire là? Parce que Larousse que j'ai consulté, c'était complètement... Parce qu'on va vanter les qualités de quelqu'un, puis il y a un fond de vérité. OK, oui, mais justement, est-ce qu'on n'utilise pas à tort là, des mots qui c'est pas ça qu'ils veulent dire du tout? Promouvoir les qualités de quelqu'un? Oui. Comprends-tu? Ou vanter les qualités de quelqu'un. Non, mais là, vanter, ça marche pas. C'est contradictoire, c'est paradoxal. Tu ne peux pas vanter les qualités de quelqu'un. Pas dans le sens non. Pas dans le sens où vous le concevez aujourd'hui. Il faut se brancher à un moment donné, là. Bon, admettons. Vanter, c'est attribuer des mérites, des qualités que la personne n'a pas. Alors, tu peux pas vanter les qualités de quelqu'un.
tu peux promouvoir, tu peux souligner les qualités de quelqu'un, tu peux t'émerveiller devant les qualités de quelqu'un, mais tu peux pas vanter les qualités de quelqu'un. Admettons. Ça marche pas. Admettons qu'il n'y a pas de fond. OK? On va dire qu'on se vante. Admettons que quand on se vante, il n'y en a pas de fond. T'as pas fait ces accomplissements-là. Admettons qu'on s'entend là-dessus. Si tu as accompli des belles choses dont tu es fier, t'as pas besoin d'étaler ça sur la place publique, t'as pas besoin de te claquer les bretelles. Ça te nourrit. C'est juste ça que je dis. Ah bon, mais Hugo, il me fait le droit ça te nourrit. Là, écoute, c'est un droit humain, ça. Ceux qui veulent se péter les bretelles, ils ont le droit de le faire, ça les regarde. C'est sûr. Mais si c'était sain, si tu vois que ça achale les autres, ça ta réussite parce que ça les brûle. Ben oui, puis. Bon, alors tu gardes pour toi, mais ça te nourrit pareil, t'as pas besoin de regard. S'il y en a que ça leur fait du bien, écoute, Janine, t'as pas besoin du regard des autres. On assiste à des galas aller-retour où les femmes se mettent les boules à l'air. Est-ce qu'elles ont le droit d'étaler leurs boules? Dans toutes les galas, là, les robes fendues, les décolletés, puis la moitié du sang à l'air, puis le 3/4 du sein, puis tu vois ça dans les parades de mode, les mamelons à l'air, puis tout le kit. Est-ce qu'elles ont le droit d'afficher? Elles ont le droit de faire. Puis d'ailleurs, les galas, c'est la place pour dire t'as fait des bons cas. T'as fait quelque chose de bien, on t'honore. C'est correct, ça. C'est une occasion d'aller se montrer, puis là, la plus belle robe, puis la ci, puis la ça. Écoute, ont-tu le droit de faire ça? Mais je ne remets pas ça en question quand du tout, ils sont Pierre. bien faits, est-ce qu'ils ont le droit d'aller se branler et de faire bander les gars, là? On a le droit de tout. Bon, on va aller. Ils ont-tu le droit? Pierre, j'ai dit oui. Tout le monde a le droit de faire n'importe quoi. Moi, je dis, le début de la discussion, c'est juste une chose. La robe de Chantal Lacroix, là, sa belle robe verte, là, écoute, ça ne fait suer une gang de Québécoises. Puis, elle le sait, puis elle va avoir des beaux commentaires, puis à un moment donné, elle va avoir des critiques cinglantes. Elle était peut-être fière de comment... Tu sais, Caroline Néron avec sa robe. C'est tout correct. Elle va susciter l'admiration, elle va en faire suer une maudite gang. Je parlais. Maintenant, on parle à Patrick. Ça la regarde, trop de mes affaires. On va parler à Patrick. Bonjour, Patrick. Allô, Doc. Allô, tout le monde. Bonjour, Patrick. Comment ça va? Je veux saluer tout le monde du Québec, premièrement, parce que ça a l'air qu'on est pas mal à vous écouter. Puis moi, ça fait pas longtemps que je vous écoute. Mais il y en a une coupelle. Oui, ça a changé beaucoup. Il a changé beaucoup de choses dans ma vie depuis que je vous écoute. Ah, mais, entre autres, depuis que ça n'a pas vraiment rapport avec le sujet, là, mais je vais y revenir. Je pouvais parler un peu de moi depuis le mois de juin dernier que je suis victime, entre guillemets, si on veut, d'un syndrome néphrotique, ce qui a rapport avec les reins. C'est un peu comme l'insuffisance rénale. Oui, j'ai compris. Et puis... pas névrotique, mais néphrétique. Néphrétique. Oui, néphrétique, parce que ça veut dire néphrotique. Néphrétique. OK. Pour ne pas qu'il y ait de confusion avec syndrome névrotique, qui veut dire, qui réfère à des conflits vécus en bas âge. Alors, un syndrome néphrétique, c'est un problème de rein. Qui va comment ces temps-ci, les reins, ça va comment? C'est sûr qu'avec les médicaments que je prends, je peux pas dire que ça s'empire. Mais moralement, psychologiquement, d'après moi, oui, ça s'en va pas vers la bonne direction, mais c'est toujours pour le meilleur. OK. Vous avez quel âge, Patrick? 25 ans. 25. Et c'est suite à quoi, ça, ce trouble rénal-là? Dieu sait. Aucune idée? Personne ne sait? J'ai rencontré... non, c'est ça. OK. Vous êtes bien suivi? Vous êtes suivi par des bons spécialistes? Entre autres, une néphrologue. Parfait. Et puis, j'ai mon père, entre autres, qui est chirurgien à la maison. C'est pas vraiment sa spécialité. OK. Mais bref... OK. Alors, continuez. C'est ça. J'ai rencontré 5 médecins, puis j'ai 5 diagnostics différents. Ah, d'accord. Ça, oui. Bref. Ça, c'est une erreur tape, c'est pas facile. Là, depuis que je suis en maladie, depuis que je suis en convalescence, je suis tout le temps à la maison, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai pas la force pour retourner faire le travail que j'aime. OK. Parce que moi, devant un ordinateur, c'est pas mon genre du tout. Bref, j'ai... Comment je pourrais dire... Par rapport au fait d'être vantard, moi, ma philosophie à moi, ce serait que la vantardise est quelque chose de très positif dans la vie de tous, parce que c'est grâce à la vantardise, étant donné que, comme vous dites, le fait d'être vantard, c'est de se vanter de ce qu'on n'a pas. Donc, si on se vante de ce qu'on n'a pas, d'un autre sens, c'est pour cacher le malheur.
c'est pour cacher un certain bonheur. Ça pourrait être une explication, hein? Pas sûr de comprendre votre raisonnement, Patrick, là. Comment je peux expliquer ça, là, exactement? Vous dites que la vantardise serait très positive dans la vie de tous. Je comprends pas cette phrase-là, là. Oui, la vantardise est positive, peut être quelque chose de positif parce que je pourrais prendre mon exemple, mon père, par exemple. Oui. Mon père qui a très bien réussi, entre guillemets, dans sa vie, oui. dans sa vie professionnelle, si je peux préciser. Oui. Mon père a tendance à se vanter de ce succès, justement. Quand normalement, la vantardise, c'est quelque chose, comme vous avez dit depuis le début, on se vante de quelque chose qu'on n'a pas. Oui, on s'attribue des mérites et des qualités qu'on n'a pas quand on se vante. Exact. Alors, votre père, est-ce qu'il était bon? Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? C'est vrai ce qu'il dit, mais seulement au niveau professionnel. Ah! Pas partout. OK. Il y en met un peu plus dans d'autres sphères où il n'a pas été bon? Exactement. Oh! Ah, là, par exemple, il devient vantard. Alors, il est pompeux. Il peut être pompeux sur le plan professionnel, mais lorsqu'il s'attribue des mérites et des qualités qu'il n'a pas eues dans la sphère familiale ou autre, voilà. Là, il devient carrément vantard. Alors oui, on peut être vantard et pompeux. Donc, vous voyez ce que je veux dire tantôt, que la vantardise peut avoir son côté positif. Non, je vois pas le côté positif encore. Bon, le côté positif, justement, oui. Il se vante. Pourquoi est-ce que je dis positif? Parce que d'après moi, la définition du mot vantard n'est pas la même que la vôtre. Oui, c'est pour ça qu'on en parle cet après-midi. C'est pas ma définition, c'est la définition du dictionnaire. C'est ça, exactement. Alors, vantard, c'est s'attribuer des mérites qu'on n'a pas. C'est pour ça que dans le langage, parfois, là, vous savez, la vantardise, c'est une illusion. On se donne l'illusion de quelque chose. Et c'est jamais positif de s'illusionner. La vantardise est carrément une illusion. Il y a une rééducation qui doit se faire, d'après moi. Voilà. Envers le public québécois. Voilà. Qui suis-je pour dire ça? Je ne suis qu'un être qui a 25 ans de vécu. Oui. Et qui a observé, réalisé qu'il y a des choses autour de nous qui sont pas insensées ou illogiques ou impossibles ou utopiques. Non. Tout existe autour de nous. Il s'agit tout simplement de prendre le temps de se conscientiser à ce qu'il y a autour de nous. Et, vous l'avez dit, j'aime beaucoup votre mot, je vais vous l'emprunter, de se rééduquer sur certains points. Oui. Et pourquoi pas? Carrément ça qu'il faut. Se rééduquer parce qu'on a des lacunes collectives. Voilà. Oui. Bien dit, Patrick, j'aime ça. Bye. Bye bye. Depuis que c'est dommage que ce soit seulement depuis que je suis malade que je prends le temps de vous écouter. C'est pas grave, Patrick. Mais oui, en quelque part c'est grave parce que c'est d'une manière pour moi de mettre un début à mon succès. OK. Et une fin à mon échec. OK. Allez, bye Patrick. Merci. Bye. Un homme qui réfléchit beaucoup. Bye. Pères et fait une association entre la vantardise et des grands complexes d'infériorité, dans bien des cas, pour cacher les douleurs. Ce que Patrick a suggéré, en tout cas, quelqu'un qui a beaucoup de souffrance, va se vanter, c'est comme des chimères. Ça se peut-tu, ça aussi? Ça peut-tu expliquer que certaines personnes sont très vantardes, c'est qu'elles ont beaucoup de souffrance? Non, les personnes qui souffrent beaucoup, habituellement, se retirent, se recroquevillent. Non, ils ne s'afficheront pas. Les vantards, non, pas nécessairement. Ça peut, mais pas les grandes souffrances, non. Bon. Les grandes souffrances conduisent plus à beaucoup d'humilité qu'à la vantardise. Alors, on va à propos de Julien. Bonjour, Julien. Oui, bonjour. Bonjour, Julien. Bonjour, M. Maillot, ça va bien? On vous écoute. Oui, bon, moi, j'ai le dictionnaire sous les yeux, puis j'ai la définition de vanter. Le premier, vous aviez raison, là, c'est s'attribuer des qualités, des mérites qu'on n'a pas. Mais il y a un petit 2, c'est se vanter de, tirer vanité de, se déclarer capable de. Donc, c'est la personne elle-même qui se déclare capable de. Donc, à mon avis, à quelque part, c'est que c'est pas objectif. Est-ce qu'elle l'est? La question, c'est est-ce qu'elle l'est capable? Parce que de se déclarer capable de
lorsque c'est légitime, c'est pas de la vantardise, c'est correct. On appelle ça se faire valoir. C'est ça. Puis dans prétentieux, vous avez parlé de prétention oui, aussi? Oui. C'est qu'il manifeste de la prétention, de la suffisance, un désir de se mettre en valeur pour des qualités qu'il n'a pas. C'est synonyme. C'est exactement. C'est un synonyme? Oui. OK. Vous avez répondu à mon point. Alors, Janine, prétentieux, vantard, c'est synonyme. C'est la même chose. Bon. C'est qu'on n'a pas. Qu'on n'a pas. On l'a pas. OK. Parfait. Alors, on l'a pas. Merci. Merci, Jules. Les batailles sémantiques. On parle à... Janine, oui. C'est important les mots ici. Parce que si on utilise à tort des mots, on peut se gourer dans nos réflexions. C'est clair. Alors, et Pierre, dans nos échanges. C'est pas anodin, la sémantique. On fait pas de la sémantique pour faire de la linguistique ici, là. On fait de la sémantique pour s'exprimer mieux se comprendre soi-même et mieux se comprendre, mieux communiquer. Oui. Et puis et quand on trouve pas les mots, ben des exemples nous permettent de comprendre. Oui. Alors Pierre, ce que vous maintenez depuis le début de l'émission, c'est de dire des choses quand on n'en est pas détenteur, se vanter de quelque chose dont on n'est pas détenteur. Oui, c'est une illusion. Alors, vantardise, prétention, synonyme d'illusion. C'est une illusion sur soi. Oui. Ou mensonge à soi. Oui, absolument. Et on parle à Manon. Bonjour, Manon. Bonjour. Bonjour, Manon. Bonjour, Dr. Maillot. Moi, je voulais vous en demander un renseignement. Tout à l'heure, je vous écoute tout le temps, mais quand vous avez parlé de prétentieux, vous avez dit prétentieux. Moi, prétentieux, là, des fois, j'ai l'occasion avec des amis. Au début, j'étais craintive. Moi, j'allais dans des magasins avec les autres, et je disais toujours, j'ai une petite handicap, mais ça paraît pas beaucoup, mais je disais toujours, je suis correct de porter ça. Non, tu sais, je m'abaissais au lieu de me mettre sur le pied d'égalité des autres. Ben oui. Et puis, je me l'ai fait dire une couple de fois parce que j'ai un bon comportement, un bon talent de faire les choses. Mais quand vous avez parlé de prétention, moi, quand quelqu'un qui est prétentieux, toujours après dire, il s'en fait à croire. C'est ça? Et oui, et s'en fait à croire faussement. Il s'en fait à croire, moi, les prétentieux, là. Oui. Des fois, ils sont même pas checkés pour endosser ce mot-là. C'est ça. Il s'en fait à croire faussement. Pardon? Il s'en fait à croire faussement. Ah bon. C'est ça qui est important de retenir là-dedans. C'est chacun par bout. Moi, on est porté à dire, il y a peut-être un autre mot que vous employez pour ça. Mais moi, je suis porté à dire, arrête de t'en faire à croire. Le mot, c'est ça, c'est synonyme, c'est la même chose. S'en faire à croire faussement, en autant que c'est faux. Ben oui. Une femme qui est belle, tu sais, Caroline Néron, elle s'en fait à croire au Métro Star, mais c'est une sacrée belle femme. Ah, j'en doute pas. Comprenez-vous? Alors, elle, dans son cas, c'est vrai. Ah, oui. Alors, elle était vêtue de façon extrêmement attrayante. C'est presque un sexe symbole. Oh, mon elle est très attrayante sexuellement, cette femme-là, et elle s'habille en conséquence. Mais elle s'en fait à croire, oui, mais c'est vrai. Quand elle se regarde dans le miroir, elle conçoit elle-même qu'elle est telle qu'elle. Non. C'est dans le regard des autres qu'on s'apprécie. Notre sex appeal nous vient du regard des autres. Ah, ben parce oui. Quand on se regarde dans le miroir, on se voit. Oui. Tandis qu'avec les autres, on se compare. Ah bon. Et on voit le regard des autres. La convoitise sexuelle, ce n'est pas dans notre regard, c'est dans le regard des autres. Allez, bye Manon. Bon. On entend votre radio. Oui, il y avait l'écho. En fond sonore. Retour. Alors, sans faire à croire, on parle d'illusion. On a peut-être le temps de prendre un dernier appel. Oui, c'est un mot populaire, exactement. Ouais. C'est une expression populaire, sans faire à croire, en autant que c'est faux. Tu sais, sans faire à croire faussement, ça, c'est être prétentieux, être vantard. Tu sais, c'est illusionner. Alors, je vais juste redonner les numéros de téléphone, Pierre, 790-0224, 1-800-667-5241. On aura peut-être le temps de prendre un appel d'ici la fin de l'émission. Alors c'est ça, vivre dans l'illusion, mais aller chercher un auditoire pour faire ça. C'est ça la vantardise. Tu as une illusion sur toi-même où tu te crées un monde, mais tu as besoin d'un auditoire. Il faut que tu le jappes, il faut que tu cries ça aux autres. Sinon, personne ne sait que t'es vantard. Tu ne pas de la vantardise, là. Ou de le montrer. T'as un public. Ou de le montrer, ou de le partager. Ouais. Ça peut être de le partager à petite échelle, mais ça peut être de le partager à plus grande échelle. Et ça met mal à l'aise beaucoup de gens. Ça met mal à l'aise les gens qui vont... Tu sais, là, ils se vantent. Au début, il y a des doutes, puis à un moment donné...
on finit par voir clair dans ce jeu-là, c'est de l'illusion. On veut mettre de la... Ben, puis d'ailleurs, il y a le mot, tu sais, mettre de la poudre aux yeux. Hein? Alors, on parle à Josiane. Oui, mais ça, la poudre aux yeux, il faut faire attention, parce qu'il y a des individus extrêmement talentueux qui peuvent se faire valoir, et dans le contexte de se faire valoir, vont effectivement jeter de la poudre aux yeux. Tu sais, on peut se faire valoir modestement, mais on peut se faire valoir avec éclat. Pour aveugler les autres. Oui, tu sais, Caroline Néron, lorsqu'elle affiche sa beauté, elle peut le faire sobrement, mais elle peut le faire comme elle l'a fait l'autre soir. Mais oui, c'est correct. Et pourquoi pas? Et on parle à Josiane. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Josiane. Bonjour, Josiane. Oui. Moi, je trouve que ceux qui s'en font à croire, c'est plutôt les gens qui appellent à votre émission puis qui pensent pouvoir changer le monde avec leurs commentaires. Je trouve que ça, c'est des gens prétentieux puis qui s'en font à croire. Je suis pas sûr de la véracité de ce que vous venez de dire, là. Ben, la personne qui vous a appelé tantôt, là, puis qui a commencé à parler, faut que ça change au Québec, là. C'est quoi son nom? Il avait 25 ans. C'est Patrick. Patrick, tantôt, ouais. Moi, je trouve que lui, il est prétentieux puis qu'il s'en fait à croire s'il pense que avec ses paroles, il va changer le Québec comme ça. Non. Là, par exemple, Josiane, j'ai le regret de vous informer que lorsqu'il parle de rééducation sur certains points, certaines attitudes, il a tout à fait raison et c'est dans le moulin. Il est qui, lui, pour juger? Ben, il a vécu une grosse épreuve, c'est ce qu'il nous expliquait. Non, c'est ça pas... qui... Écoutez, non, attendez un peu, je pense que vous l'avez pas compris. Je pense que vous n'avez pas compris ce qu'il a dit. C'est moi, alors, là, parce que moi, ça sonne comme ça dans ma tête. Oui, je pense que ça a mal sonné dans votre tête, là. Expliquez-moi. Il a parlé d'un besoin de rééducation culturelle. Rééduquer sur quoi? Sur des attitudes. En tout cas. Je pense que vous n'avez pas compris. De toute façon, puis même, qu'est-ce que vous trouvez de si mauvais que ça à la prétention? S'il y a des gens qui ont besoin de se faire valoir. Non, c'est correct? Josiane, je pense que vous n'avez pas écouté, là. Une prétention est une illusion. Qu'est-ce qu'il y a de pas correct à s'illusionner? Hey, j'allais vous cogner à la gueule, ça n'a pas de bon sens. C'est dangereux, s'illusionner. C'est sûr qu'il y a des limites, mais il y a une certaine marge où des fois ça peut être bon. OK, allez-y, expliquez-vous. Ben, tu sais, je parle de gens qui, par exemple, des étudiants qui vont terminer à l'université et qui veulent avoir une job. S'ils disent à tout le monde qu'ils n'ont pas d'expérience, puis tout ça, il n'y a personne qui va vouloir les engager, même s'ils ont beaucoup de potentiel. Pas vrai. C'est ce que vous venez de dire, prémisse fausse. C'est éculé, ce que vous venez de dire. C'est faux. Pardon? C'est faux, ce que vous venez de dire. Il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent, et je suis très bien placé pour le savoir. Il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent des finissants d'université, sachant très bien qu'ils n'ont aucune expérience de travail. Même. En tout cas, vous me donnerez une liste parce que... Ben, écoutez, appelez au HEC, aux Hautes études commerciales à Montréal. Ils font des journées annuelles, puis il y a d'autres places qui font sûrement l'équivalent. Mais à certains points, si on reprend... Non, mais c'est quoi votre quel âge avez-vous, Josiane? Pardon? Quel âge avez-vous? J'ai 23 ans. Mais ça change quoi? Non, Pierre... Là, je suis surpris. Dans quel coin vous vivez? Quel coin du Québec vous vivez? Montréal. Ben oui, mais sortez un peu. Ben, écoutez, appelez au HEC cet après-midi aux études commerciales. Bien, informez-vous. Les entreprises font des salons annuels avec les étudiants. Mais c'est quoi cette idée-là? Je pense que vous dormez sur la Switch, là. Ce que Josiane dit, c'est que dans certains cas, peut-être qu'il faut frimer pour obtenir certaines choses. Il faut cacher certaines choses, peut-être. Parce que moi, si je sais que je veux un poste, puis que j'ai le potentiel pour, parce que je suis une personne super dynamique puis qui apprend très vite, puis que eux autres, ils demandent 2-3 ans d'expérience au moins, parce que moi, je vous dis, je suis abonné au service de placement des HEC, puis toutes les demandes d'emploi que je reçois, les offres d'emploi, c'est toute expérience. Pas vrai, faux. Ben, écoutez, là. Faux. Tu sais, je vais au HEC, monsieur. Ben là, écoutez, non, mais ce que je veux dire, ça donne que le monsieur, il y a 2 enfants qui ont fréquenté HEC. Le monsieur est au courant aussi, là. Moi, je veux pas... Il ne viendra pas nous faire à croire n'importe quelle niaiserie après-midi, là. Enlevez-vous les doigts dans le nez. My God. En tout cas, vous avez la diplomatie, hein. Hey, venir prétendre à 23 ans que c'est bon de s'illusionner, là, débarquer sur la même planète que nous autres. Mais moi, je veux bien être... Pierre, frimer de façon stratégique, puis s'illusionner, c'est deux. Pardon? Frimer de façon stratégique et s'illusionner, c'est deux choses.
Ben oui, mais apprends-tu le monde pour des imbéciles à 23 ans, 3 années d'expérience? Elle sort des HEC? Hey, le monde, c'est pas des caves!